et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ça va, vous êtes bien installés? Bon voilà, ça va être un esprit convivial et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Le sujet qui nous intéresse, vous le savez, c'est la session transmission reprise d'entreprise, qui est un enjeu, vous le savez, un enjeu majeur pour nos territoires. Le but, c'est vraiment de conserver un maximum les sièges sociaux sur les territoires, maintenir le savoir-faire, la richesse, la diversité, la proximité de notre économie locale et bien sûr conserver également des emplois. Alors j'espère que vous avez commencé déjà à avoir des réponses à vos questions autour des tables d'experts depuis ce matin. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et je tiens à les remercier d'ailleurs les professionnels justement en la matière. Je tiens à remercier la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit Agricole de Franche-Comté. Vous pouvez les applaudir, comme ça on se réchauffe un petit peu. Merci à eux. Les experts comptables Mazars Bourgogne-Franche-Comté, Global Corporate. Merci pour eux. La Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, BPS Avocats, Réseau Entreprendre et bien sûr la CCI Sondou qui nous reçoit aujourd'hui et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà, la CCI a beaucoup de succès, bravo. On a un fan devant. Bon, en tout cas, voilà, ces professionnels de la transmission reprise ne seront pas les seuls à vous guider aujourd'hui, bien entendu, et ils répondront à vos questions parce que dans quelques instants, notre conférencier Alain Tourtman nous rejoindra. Il est quand même l'un des économistes les plus écoutés concernant la réalité de la session reprise d'entreprise et ses enjeux territoriaux. Et il y aura aussi le témoignage de nos témoins qui pourront répondre à vos questions. Avant cela, pour démarrer cette conférence, j'invite Madame Manuela Morgadino à nous rejoindre sur scène. Elle est la présidente de la CMA du Doubs, accompagnée de Pascal Dormont, responsable pôle professionnel et entreprise du Crédit Agricole de Franche-Comté, et Monsieur Claude Pétremont, président du cabinet Mazars Bourgogne-Franche-Comté. Alors, messieurs, je vous propose de faire honneur aux dames et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de votre présence. Avant de commencer, je souhaiterais excuser le président Jean-Luc Tivonne qui ne peut pas être parmi nous puisque ce matin, il a fait un test Covid et il attend les résultats. Donc, nous lui souhaitons un bon rétablissement voilà, pour la suite. Mesdames, messieurs, partenaires, porteurs de projets ou chefs d'entreprise, c'est bien parce que la transmission d'entreprise est l'affaire de tous, un enjeu majeur des territoires, que nous sommes réunis en cette journée consacrée au programme. Vous avez des entretiens individuels avec vos conseillers, une conférence avec monsieur Alain Tourtman, économiste de renom, qui nous fait l'honneur de participer à notre rendez-vous aujourd'hui. Et aussi des témoignages concrets de chefs d'entreprise qui ont osé prendre une entreprise ou se lancer dans l'aventure. Je le redis, la transmission reprise d'entreprise est l'affaire de tous. Quelle que soit sa taille, une entreprise habite un territoire. Une entreprise, ce sont des infrastructures, des bâtiments adaptés en zone artisanale, commerciale ou encore de ville, du matériel performant. Une entreprise, ce sont des emplois. Et ces emplois permettent à des familles de vivre, donc de consommer sur le territoire et ainsi de contribuer à l'économie locale avec d'autres emplois à la clé. Je pense au commerce de proximité, aux écoles, centres de loisirs, etc. Une entreprise, ce sont des formations. Un personnel qualifié que le chef d'entreprise aura à cœur de maintenir performant. Une entreprise, ou des savoir-faire reconnus aussi. Une entreprise, c'est un patrimoine qu'il nous faut préserver. Aussi, assurer la continuité d'une entreprise au travers des années, dans le contexte économique local, social et environnemental et sanitaire de plus en plus instable et complexe, où les frontières géographiques s'effacent, nécessite que chacun d'entre nous apporte au chef d'entreprise conseil et expertise. C'est d'ailleurs à ce titre que la Chambre de métiers et de l'artisanat œuvre en matière de transmission reprise sur la région depuis 30 ans. Le service
transmission de la CMA accompagne aussi bien le repreneur, futur chef d'entreprise, ou entrepreneur averti dans le cadre d'une croissance externe. Accompagne le cédant dans le cadre d'un départ à la retraite en cas de maladie ou encore de changement de projet professionnel. Nos services à la Chambre de métiers et de l'artisanat proposent des entretiens individuels auprès d'agents dédiés spécialement à cette mission. Des ateliers et transmissions réunissant les partenaires experts ici présents autour de cette seule et même table, que je remercie de leur présence. Un programme de formation dédié aux repreneurs, en immersion dans l'entreprise qu'ils envisagent de reprendre avec le Proforeart. La mise en relation cédant-repreneur grâce à l'outil commun aux 2 chambres consulaires, le site internet transentreprise.com. Avant de passer la parole à Franck Bertrand, directeur général du Crédit Agricole Franche-Comté, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires pour leur présence et leur investissement aux côtés de nos entreprises. À vous, chefs d'entreprise et repreneurs, je vous dis, nous sommes présents, c'est à vous de jouer maintenant. Merci beaucoup à Manuela Morgadino, la présidente de la CMA du Doubs. Effectivement, la parole est à Pascal Dormont, responsable du pôle professionnel et entreprise du Crédit Agricole de Franche-Comté. Merci. Oui, ce ne sera pas Franck Bertrand qui s'excuse, qui au dernier moment n'a pas pu venir, donc ce sera bien moi qui vais représenter le Crédit Agricole de Franche-Comté. Je voulais simplement dire un grand merci aux chambres consulaires pour l'organisation de cette manifestation dans des moments qui restent compliqués. Donc merci de l'avoir maintenue, cette organisation, parce que ça nous a permis de rencontrer pas mal de porteurs de projets ce matin et aussi d'échanger entre professionnels. Ça nous a manqué depuis 18 mois. On se retrouve depuis le mois de septembre sur différents salons et ça nous fait du bien aussi. Donc le sujet de la transmission reste important, hein, la personne qui est passée avant moi l'a dit, c'est l'affaire de tous. Et on l'a bien vu ce matin, c'est l'affaire des avocats, c'est l'affaire des notaires, c'est l'affaire des experts comptables, c'est l'affaire des partenaires des réseaux d'accompagnement, mais c'est aussi l'affaire des banquiers. Et je pense que le Crédit Agricole est légitime sur ce sujet de la transmission en détenant 30% de parts de marché sur les marchés des professionnels, avec un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros, mais aussi 51% de parts de marché sur les entreprises, avec un chiffre d'affaires supérieur cette fois à 3 millions d'euros. Le Crédit Agricole a signé une convention de partenariat avec Transentreprise depuis 2018, et ça permet en local, avec nos conseillers professionnels et les chargés d'affaires des chambres consulaires, de se parler, d'échanger sur tout ce sujet de transmission. Et puis, on a créé, il y a un peu plus d'1 an, début 2020, un pôle transmission avec Charles Berger, qui est tout au bout à gauche, et qui pourra vous donner des conseils, vous pouvez échanger avec lui. Donc, on a créé une cellule de transmission, et Charles est le chargé d'affaires transmission. Donc voilà, très content d'être parmi vous, très content de la matinée qu'on a passée ensemble, et en attendant la conférence. Merci. Merci Pascal Dormont, merci beaucoup. À présent, Claude Pétrement, président du cabinet Mazars Bourgogne-Franche-Comté. Messieurs, dames, bonjour à vous. Quelques mots pour vous dire le pourquoi de notre présence. Bien évidemment, nos métiers du chiffre et du droit sont au cœur de ces opérations de cession-reprise. Mais au-delà de ces aspects de cœur de métier, notre présence ce matin, comme du reste dans d'autres manifestations, elle est importante. C'est aussi dans notre société, comme toute entreprise, c'est aussi la capacité à entretenir le territoire, à trouver des repreneurs, à accompagner ces opérations de reprise, à les qualifier. Je pense notamment à Visa Reprise, où j'interviens avec d'autres depuis quelques années. Donc cette volonté, c'est de faire vivre cet écosystème qui permet, à un moment donné, effectivement, de maintenir de l'emploi, de pérenniser des entreprises. C'est peut-être aussi une manière égoïste pour nous de continuer à conserver des clients dans nos différents métiers, que ce soit les métiers du chiffre, du droit ou les activités bancaires.
Donc cet engagement, il nous est nécessaire, il est important, et je crois qu'on peut effectivement remercier les chambres consulaires d'avoir été à l'initiative de cette réunion et de l'avoir maintenue effectivement malgré les conditions particulières que l'on connaît. En tout cas, merci à eux. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et à bientôt. Merci à tous les trois. Je vous invite à regagner votre place. Merci beaucoup. On va pouvoir débuter à présent notre conférence. Et j'invite notre conférencier justement à nous rejoindre sur scène. Monsieur Alain Tourgeman, directeur études économiques et prospectives du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, nous allons aborder deux thématiques ce matin autour de la conférence. Vous allez aborder l'évolution de la cession transmission et l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur celle-ci. Et puis, on parlera également des enjeux et de la question sur le vieillissement des dirigeants. C'est bien ça ? Absolument. Merci beaucoup de cette invitation par la CCI et la Banque Populaire. Je suis très heureux d'être présent et pour présenter les travaux qu'on a faits. Alors, certains très récents, d'autres plus anciens. On travaille sur le sujet depuis 2011. Et effectivement, alors, je vais aborder ces deux sujets. Les cessions d'entreprise, depuis une dizaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé, et plus spécifiquement sur l'an dernier. Et ce sujet du vieillissement, qui n'est pas juste une question d'âge, qui est vraiment au cœur de finalement cette vitalité des territoires qu'il faut maintenir et entretenir. Et vous y apporterez donc une dimension régionale, bien sûr, ici sur la Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, autant que possible, pour répondre à l'invitation qui m'a été faite ici. C'est aussi une région que j'aime beaucoup. C'est la troisième fois que j'interviens ici sur ce sujet. Et donc, j'ai essayé d'aller chercher des données spécifiques sur la région. Alors, on va commencer sur le premier sujet. Et le premier sujet, c'est finalement le registre général des cessions-transmissions. Alors, sur ce registre général, on ne dispose plus de données aussi exhaustives que celles dont je disposais jusqu'à peu près de 2016-2017. Mais en revanche, à travers les données du BODAC retraité, on a des données qui sont disponibles pour tous les ans sur un périmètre qui est un peu plus étroit. En particulier, la transmission familiale est l'angle mort principal de cette approche, mais sur un périmètre qui fait à peu près les 2/3 aux 3/4 de l'ensemble des cessions, on a une évolution qui est assez, un périmètre qui est très homogène, qui nous permet de suivre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Première information, c'est qu'on a connu depuis 10 ans, 2010 à 2019, une baisse significative, près de 20% de baisse des cessions d'entreprises, ce qui veut dire encore une fois que la vieille idée selon laquelle plus il y a de dirigeants âgés qui potentiellement vont partir, plus il y aura de cessions, cette idée, elle est définitivement fausse. Ça marche jamais. Ça n'a jamais marché depuis 20 ans et ça marche toujours pas. Donc c'est pas le départ des dirigeants âgés qui font les cessions. D'ailleurs, la part des cessions dans le total des cessions des dirigeants de plus de 60 ans est à peine de 30% pour les PME et plutôt moindre pour les TPE. Donc il n'y a pas de lien de causalité. On va y revenir. Ensuite, deuxième point, cette évolution sur 10 années, elle n'est pas du tout, régulière. Vous voyez qu'elle touche finalement de façon très différente l'univers des entreprises sans salariés, où on a eu grosso modo une division par 2 des opérations, et l'univers des entreprises employeuses, où ici on a regroupé les PME et les TPE, où il y a quasiment une stabilité. Alors il y a des aléas conjoncturels, mais grosso modo une stabilité sur le long terme. Donc 2 univers par taille qui sont extrêmement différents, qui nous renvoient à l'une des principales conclusions qu'on pouvait faire de nos travaux depuis une dizaine d'années, c'est que l'âge n'est bien sûr pas du tout le premier déterminant de la cession. Le premier déterminant de la cession, de la probabilité de cession d'une entreprise, c'est la taille, avec des univers, TPE autour de 0,2% de cession quand elle est sans salariés, 2 ou 3% pour les TPE employeuses et les petites entreprises.
on monte à 4 ou 5 pour les moyennes entreprises, et on est entre 7 et 10 pour les ETI. Et donc des taux de cession qui sont avant tout déterminés par la taille, avec, vous le voyez, des évolutions qui sont effectivement très nettement à la baisse sur les entreprises sans salariés, qui sont un peu moins à la baisse sur les TPE avec de 1 à 5 salariés, les plus petites TPE, et ensuite qui sont soit à la hausse, soit relativement stables, sauf pour les ETI. Mais là, on a un nombre d'opérations qui est plus faible sur les tailles plus importantes. Donc on voit ce phénomène tout à fait spécifique. Le sujet de la taille est très structurant. Avec 2 périodes, 2010-2015, on a eu une très forte baisse sur les entreprises unipersonnelles, mais également une baisse sur les TPE et les PME. En revanche, entre 2015 et 2019, une période où l'activité économique a été quand même plus florissante après les dégâts post-crise de 2011-2014. On a eu une réaugmentation de la part des cessions pour les TPE avec employeuses et pour les PME. Donc il y a eu d'une certaine façon un rattrapage pour les entreprises de taille plus importante, mais pas du tout de rattrapage pour les entreprises unipersonnelles. Ça nous renvoie assez largement à notre sujet qui est qu'on est dans une économie ou dans une organisation de l'entreprise qui favorise la fragmentation du tissu productif à travers des structures unipersonnelles très nombreuses, mais qui construisent pas beaucoup de croissance future et qui rend plus difficile la croissance intrinsèque et des entreprises où effectivement on emploie des salariés, on va constituer une accumulation de savoir-faire, une capacité à investir, voire plus tard une capacité à exporter, etc. Donc on a un modèle économique de l'entreprise en France qui ne favorise pas de facto la croissance, donc qui ne favorise pas non plus la reprise. Alors, un petit aparté sur l'artisanat. On a également un effet âge qui, vous voyez, très marquant, suivant 0 salarié, un taux de cession qui est très faible, et 10 à 19 ou même 6 à 9, un taux de cession qui est nettement plus élevé, mais avec des différences structurelles qui sont très marquées sur l'artisanat qu'on a qualifié ici d'alimentaire, mais on va par exemple retrouver en particulier tout ce qui est boulangerie, pâtisserie ou charcuterie, etc. On a des taux de cession qui sont très supérieurs en particulier à la situation du bâtiment, où là, les taux de cession dans l'artisanat sont particulièrement faibles, avec une situation intermédiaire sur les services et l'industrie. Cette situation, quand on pose la question aux entreprises de l'artisanat d'où elles viennent, d'une certaine façon, on a des réponses assez proches. On voit qu'il y a eu beaucoup de reprises dans l'alimentaire, plutôt moins dans les services, mais un peu plus que la moyenne, et nettement moins dans le bâtiment. En revanche, quand les dirigeants de l'artisanat se projettent, eh bien, il y a manifestement davantage d'incertitudes en tout cas peu de certitudes sur la cession-transmission. On voit que le taux maximum des pourcentages d'artisans qui se projettent à coup sûr dans une cession, il est dans les services, il est autour de 38%. Il est moindre dans les autres catégories, et on a une part toujours très significative d'artisans qui pensent que leur affaire cessera d'exister. Mais bien sûr, l'essentiel, c'est ne sait pas. Et ça nous traduit bien cette situation de grande incertitude autour de la cession-transmission qu'on a aujourd'hui en France, et qui correspond aussi à la capacité des écosystèmes territoriaux à créer des conditions qui vont être favorables ou pas à cette cession-transmission. On va voir qu'il y a d'autres critères, bien sûr, mais ce sujet-là est important. Alors, si on revient au sujet des PME, et en particulier à la question de ce qui se passe sur la région, on se rend compte qu'on a finalement à la fois des disparités territoriales qui sont significatives, avec un taux de cession sur le territoire de Belfort qui est quand même très significativement inférieur à la moyenne de la région, avec une situation qui est un peu meilleure sur la Franche-Comté que sur la Bourgogne de façon globale, en particulier sur le Doubs et le Jura. On a un taux de cession qui est plutôt un peu supérieur à la moyenne
régionale. Et globalement, on est quand même sur la région sur un taux de cession qui est assez proche de la moyenne nationale, avec ces petits écarts que j'évoquais tout à l'heure. Un autre point, puisque je vous ai dit que sur ces statistiques-là, on manque d'infos sur la transmission familiale, on sait que traditionnellement, on est une région, en particulier sur la partie Franche-Comté, où la cession familiale est beaucoup plus fréquente que sur la moyenne française. Et donc, cette qualité du taux de cession qu'on a en particulier sur le Doubs et le Jura, voire sur la Haute-Saône, à mon avis, elle doit être plutôt un peu rehaussée par le fait qu'en moyenne, on a plutôt plus de transmission familiale que dans la moyenne française sur ces 3 départements. Je ne suis pas sûr que ce soit également le cas du territoire de Belfort, mais voilà, donc une situation plutôt favorable du point de vue de la cession, ce qui est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le moyen long terme sur la région? Donc j'ai distingué les 2 anciennes régions de Bourgogne et de Franche-Comté, parce que bon, on est quand même à Besançon, et donc je trouvais que ça valait la peine de mettre en avant la Franche-Comté. Et on voit que de façon générale, on a une évolution assez parallèle à l'évolution nationale, c'est-à-dire, vous avez... alors là, on n'avait pas de données suffisamment de qualité pour 2010, donc on est 2010-2019, on a ajouté 2020, je vais y revenir, hein, et donc de 2011 ici à 2019, on a cette même tendance à la baisse générale, et on a également cette même tendance globale à une baisse significative sur les entreprises sans salariés, mais en revanche à une relative stabilité. Alors ici, on part de 2011, et donc on a même une augmentation entre 2011 et 2019 sur le nombre de cessions pour les entreprises avec salariés. On a à peu près le même phénomène pour la Bourgogne. Vous voyez que si on rapporte ça au nombre d'entreprises, la Franche-Comté se compare très avantageusement à la Bourgogne en matière de cession. Donc une situation qui est plutôt favorable, mais voilà, la Franche-Comté n'a pas échappé à la baisse générale des cessions, et en particulier des entreprises sans salariés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2020 avec la crise sanitaire? C'est sur les 2 régions comme sur la France entière, une baisse de 16% des opérations sur l'année 2020. Donc une baisse très significative. Donc 1 point de moins en Franche-Comté, je ne sais pas si c'est vraiment significatif, mais globalement une évolution assez marquée, mais une évolution qui, là encore, nous raconte une histoire très différente suivant la taille, un impact beaucoup plus fort sur les entreprises sans salariés et les petites TPE, comme ce qu'on voyait tout à l'heure. La taille est toujours très très clivante en matière de cession, et ensuite une baisse beaucoup moins marquée pour les structures de taille plus significative. Alors j'ai une approche par le nombre de salariés, parce que c'est une information qui, dans les bases sur les entreprises, est beaucoup plus systématiquement disponible que l'information sur les chiffres d'affaires, qui, elle, est rarement mise à jour, et on dispose rarement d'une information de qualité pour chacune des années pour les chiffres d'affaires. Donc c'est plus facile de travailler à partir du nombre de salariés. D'où le fait que c'est mon facteur discriminant pour l'approche des entreprises, et puis même une hausse sur les ETI. Donc une évolution très différenciée suivant les tailles. Ça a été aussi une évolution différenciée suivant les types de cessions. On ne le sait pas nécessairement, mais dans les cessions telles qu'elles sont enregistrées par le BODAC, il y a aussi une partie qui est celle des fusions-absorptions. Et on se rend compte que depuis un peu moins d'une dizaine d'années, mais enfin on a une évolution tendancielle significativement à la hausse des fusions-absorptions. Et alors là, pour le coup, sur l'année 2020, toutes les cessions sont à la baisse, mais les fusions-absorptions étaient très nettement à la hausse. Et on voit que là, il y a, en situation de crise, une sorte d'option alternative, alors pas forcément
ou sur laquelle on s'engage très, très volontairement, mais qui a connu une hausse de 7%. Et ce n'est pas du tout impossible qu'on ait eu un prolongement de cette hausse sur l'année 2021. On le vérifiera dans quelques mois, qui est une alternative à la défaillance, mais aussi une opportunité de croissance externe pour l'entreprise qui absorbe. Donc c'est aussi l'un des phénomènes de cette période de 2020, c'est qu'elle a favorisé des opérations qui étaient peu fréquentes, mais qui ont nettement évolué. Autre caractéristique de cette année, c'est un effet très différencié suivant les secteurs. Mais ça, vous le savez, vous en doutez, les secteurs qui ont été les plus affectés par la crise, donc en particulier les services aux particuliers et l'hébergement-restauration, sont aussi les secteurs sur lesquels la baisse de cession a été de loin la plus forte. En revanche, le commerce de gros, les services aux entreprises s'en sont beaucoup mieux tirés. L'industrie également. La construction a été également moins affectée, ce qui est plus étonnant parce que la construction a été très affectée par la crise pendant le début de la crise. Ensuite, elle a rattrapé beaucoup plus vite que les services et l'hébergement-restauration. Mais voilà. Donc des effets qui ont été très, très différenciés par secteur, par taille, et qui sont venus aussi perturber l'univers de la cession, parce que il y a des choses évidentes. Comment on évalue la situation d'une entreprise pendant cette période complètement perturbée en termes d'activité, en termes d'équilibre financier, de rentabilité, soit qu'elle ait été percutée par une forte baisse d'activité, ou bien le maintien alors que les autres sont en situation difficile, qu'elle ait été très aidée ou non, que sa rentabilité ait été assurée sur l'année 2020 par les aides ou qu'elle ait été totalement autonome. Tout ça perturbe finalement le regard qu'on peut avoir sur l'entreprise. Autre élément de perturbation, bien sûr, c'est la façon dont la dette a évolué. Est-ce que c'est du PGE qui est resté en trésorerie, ou est-ce que c'est une dette qui est une augmentation de la dette sociale et fiscale? Bien sûr, tout ça s'aborde pas du tout de la même façon. Et par ailleurs, la crise est venue mettre l'accent sur des sujets complètement différents. Aujourd'hui, il y a de nouvelles thématiques qui s'imposent. C'est au-delà de la solidité d'une entreprise, de sa rentabilité, c'est aussi quelle résilience dans une période de crise, quelle capacité d'adaptation, quel ajustement par rapport aux enjeux du numérique, par rapport aux enjeux du télétravail, etc. Donc tout ça crée un univers, des références pour la cession-transmission qui sont d'une certaine façon nouvelles, et qui, étant croisés en plus avec les difficultés du moment, que ce soit les augmentations de coûts, les pénuries d'intrants, etc., on est dans un environnement qui est considérablement perturbé pour la cession. Et ça rend aussi difficile la reprise de la cession, parce que on doit retrouver les bons repères pour se dire, voilà, on a un accord sur des bases qui sont bien partagées. Le dernier point sur ce qui s'est passé sur la période récente concerne la transmission familiale. Alors je vous l'ai dit, je suis clair, je n'ai pas de chiffres récents sur la transmission familiale, et donc c'est difficile d'en parler explicitement. Néanmoins, on entend ici et là dire qu'elle s'est plutôt bien portée ces derniers temps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apporter, non pas comme élément chiffré, mais comme hypothèse de réflexion sur le sujet? Voilà quelques références. Premier point, quand on a une approche très globale des cessions-transmissions dans le pays, sur les PME aussi bien que sur les TPE, la transmission familiale, c'est à peu près 20% des opérations. Donc c'est ni marginal comme certains le disent, ni un modèle de référence. C'est quelque chose qui est minoritaire mais significatif sur le marché de la cession. C'est beaucoup plus présent sur les entreprises qui se situent parmi les petites et les moyennes entreprises. C'est moins fréquent sur les TPE et c'est moins fréquent également sur les ETI. Alors ça, pour quelles raisons? Pour les raisons qui sont liées aux freins traditionnels à la transmission familiale,
Pour les toutes petites, souvent, on est obligé de vendre pour assurer sa retraite, etc. Mais aussi parce que socialement, la reprise d'une entreprise a longtemps pas été la référence de la réussite sociale des jeunes générations. On est plutôt un pays des grandes écoles, des grands corps, de la haute administration et des grandes entreprises pour se valoriser socialement. Et donc, l'idée de transmettre une petite entreprise avec toutes les difficultés qui vont avec à un jeune qui lui-même voit la réussite sociale d'une façon différente, c'est pas forcément évident. C'est peut-être en train de changer, mais c'est pas forcément évident. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles, sur les petites entreprises, il y avait peut-être moins d'appétence. Et sur les entreprises de plus grande taille, là, il y a un autre sujet, c'est le prix de l'entreprise, la difficulté à s'accorder avec les différents héritiers. On est un pays d'égalité stricte entre les héritiers, et c'est très compliqué d'assurer une vraie égalité sur la valeur d'une entreprise, parce que celui qui veut être dédommagé, il regarde la valeur à un moment donné. Celui qui reprend l'entreprise se pose la question de sa valeur, mais aussi des risques qui vont avec la projection future. Son sujet, c'est pas tant ce qu'elle vaut aujourd'hui, mais ce qu'on en fera demain et dans quelles conditions le projet est plus ou moins risqué. Et c'est, comment dirais-je, la mise en perspective de ces différentes approches suppose qu'il y ait des efforts de gouvernance, de conciliation qui sont parfois difficiles à faire, quand par ailleurs il n'y a pas également la difficulté que l'un se distingue parmi les frères et sœurs ou les neveux et nièces pour reprendre. Donc pour toutes ces raisons, on a des freins traditionnels très français. Et la dernière raison, c'est qu'en France, il n'y a pas une transmission familiale automatique, et donc il faut qu'il y ait et l'appétence et la compétence. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a très peu de taux de défaillance après une transmission familiale en France, parce qu'en général, elle n'est pas automatique. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui a pu se passer ? Peut-être que traditionnellement, quand la conjoncture va mal, il y a plutôt un peu plus de transmission familiale, parce que finalement, ça reste la possibilité d'avoir une activité économique, et ça a pu jouer sur l'année 2020 et 2021. Peut-être aussi que les transformations de la société, la question du sens sur le travail, la question de l'utilité dans la société, la question aussi du recentrage sur la famille, sur un univers local sur lequel on va trouver, là encore, du sens, sur la façon de s'inscrire sur un territoire. Peut-être que tout ça aussi redonne beaucoup plus de sens à la transmission familiale. Et donc, peut-être que cette situation de crise a joué en faveur de la transmission familiale au regard de cette transformation sociétale. Maintenant, il faudra des chiffres pour véritablement dire les choses, et je ne les ai pas encore une fois. Alors, sur le vieillissement, pourquoi j'insiste là-dessus, alors que je vous ai dit auparavant, finalement, ce n'est pas ça le sujet de la session. Parce que le sujet est paradoxal et il faut bien le comprendre comme tel. D'abord, le vieillissement, c'est une réalité. Si on regarde les classes d'âge des dirigeants de PME, on avait moins de 15% de dirigeants de PME en 2005, donc il y a 15 ans, qui avaient plus de 60 ans. On est aujourd'hui à plus de 25%. Donc il y a une sorte il y a une évolution qui est extrêmement rapide, et surtout il y a une multiplication par 2 des 66 ans et plus, et ça, vous allez le voir, c'est un vrai sujet. Donc premier point. Deuxième point, quand on interroge les dirigeants de PME pour savoir s'ils sont des vendeurs potentiels, la probabilité que ce soit vendeurs potentiels est multipliée par 4 à 5, grosso modo, entre les moins de 55 ans, moins de 59 ans même, et les 60 ans et plus. Donc si vous avez une forte augmentation des 60 ans et plus, vous avez de facto une très forte augmentation des entreprises qui sont potentiellement sur le marché de la cession. Je dis potentiellement, implicitement, parce que, vous le savez, le marché de la cession n'est pas exactement un marché parfaitement transparent. C'est ce que ça représente ici avec les intentions de cession qui sont en violet. Vous avez des intentions, alors rapportées à 1 an. On a posé la question sur les intentions à 2 ou 3 ans, donc il faut les multiplier par 2 ou 3 sur la base de ceux qui ont répondu, mais rapportées sur une seule année pour pouvoir les comparer au taux de cession effectué. Vous voyez que finalement, la cession, ça marche très bien tant qu'on a moins de 60 ans. Le taux d'intention et le taux de réalisation, c'est assez ajusté. Donc, macroéconomiquement, ça marche assez bien. En revanche, quand vous passez,
Et c'est là le problème. Quand vous passez sur la cession de fin d'activité professionnelle, même si elle fait que 30% du total, elle ne marche pas bien du tout. Vous voyez qu'il y a un écart de 1 à 2, parfois de 1 à 3, entre les réalisations et les intentions. Et encore là, on a ramené les intentions à 2 ans, on les a divisées par 2 pour les ramener sur une année. Donc on a une situation qui est vraiment problématique sur ce sujet et qui est en train de creuser finalement le déficit de cession. Et donc c'est un premier sujet. Alors pourquoi on a ce sujet? Notamment parce que les freins à la cession sont très nombreux. Le premier frein, c'est la recherche de confidentialité. Vous avez un autre frein qui est parfaitement banal. Quand on est chef d'entreprise, on est hyper, occupé par une multitude de tâches. Et là, ça suppose de s'extraire, pour une part, de travailler encore plus et de s'extraire de toutes ces tâches quotidiennes ou stratégiques et de se poser sur un autre sujet qui a presque rien à voir, qui est, et d'y consacrer beaucoup de temps, qui est le sujet de la cession. Donc c'est difficile, on a tendance à repousser, et puis il y a tout un tas de problèmes, au-delà du manque de temps, difficulté à évaluer les bons conseils, à les identifier, d'où l'importance de cette journée, de bien comprendre les aspects réglementaires, et puis aussi à titre personnel, de gérer les aspects psychologiques, d'être bien sûr qu'on veut céder, de savoir ce qu'on va faire après, d'avoir préparé la structure de son entreprise et de maîtriser le capital pour ce qu'on veut en faire, etc., etc. Donc il y a toute une dimension à titre personnel qui est à établir en amont. Ça, vous le savez mieux que moi. Mais tous ces sujets-là, tant qu'on ne les a pas réglés, on a une réticence. Et puis cette réticence, on a aussi tendance à l'utiliser pour éviter de reporter le moment où on va vraiment se confronter à ce sujet, qui est quand même un sujet très difficile. Et en fait, le fait de reporter ce moment crée une sorte de cercle vicieux qui est particulièrement problématique. Parce que quand on s'est mis un peu dans l'idée de la cession, on transforme progressivement la façon de gérer l'entreprise. Alors, ce n'est pas nécessairement vrai dirigeant par dirigeant, mais statistiquement, sur des milliers et même des dizaines de milliers de PME qu'on peut observer, dont on peut observer la dynamique économique, on voit très bien que passé 60-65 ans, le taux d'investissement baisse, le taux d'endettement se réduit très considérablement, et puis ensuite, au-delà, le taux de croissance de l'entreprise a tendance à se réduire. C'est assez logique, parce que c'est aussi une période où on commence aussi à penser à la retraite pour soi et donc à rééquilibrer aussi vers le patrimoine personnel, parce que le patrimoine professionnel, on n'est jamais parfaitement sûr de ce qui va arriver. Donc tout ça s'explique très bien. Mais on voit bien que si ça dure, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à céder rapidement, et vous avez vu qu'on a tendance à reporter le moment où on cède, eh bien, il va y avoir une période de plus en plus longue pendant laquelle l'entreprise va peu croître, va pas suffisamment investir, va pas être suffisamment en contact avec la transformation de son marché. Et donc, de facto, cette entreprise va perdre de sa valeur. Alors peut-être qu'elle restera toujours aussi rentable parce qu'elle est bien gérée par quelqu'un qui connaît très bien son métier. Mais ça, c'est quand on regarde dans le rétroviseur. Et le nouvel investisseur, lui, quand il va regarder vers l'avant, il va pas du tout avoir la même image. Il va se poser la question des investissements nécessaires, il va se poser la question de l'adaptation au marché, il va se poser la question de la capacité à convaincre les clients futurs. Et il n'aura pas la connaissance personnelle et intime de ses clients qu'avait le dirigeant auparavant, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, on a vraiment un risque que si on attend trop longtemps, il y ait une forme de baisse de valeur de l'entreprise, voire de réduction de son potentiel, mais aussi de baisse d'attractivité de son entreprise. Donc, plus on va attendre, moins l'entreprise sera vendable. C'est la tendance, en tout cas statistique, qui s'exprime. Mais c'est non seulement une réalité individuelle, microéconomique, personnelle ou patrimoniale, c'est aussi une réalité économique, territoriale et macroéconomique. Quand on a 25% de dirigeants de PME dans le pays qui ont plus de 60 ans, on a un risque de diffusion, de généralisation de ce type de comportement qui va ralentir globalement le métabolisme de l'ensemble de ces 25% de PME progressivement.
Et si on a un déficit qui se cumule de ces cessions, il y aura de plus en plus d'entreprises qui seront... Parce que les dirigeants restent à la tête de leur entreprise s'ils ne vendent pas. Mais de plus en plus, ils s'inscrivent dans ce schéma-là. Et donc, on a un vrai sujet de ralentissement du métabolisme de l'entreprise, mais aussi d'une partie du tissu productif des territoires où les PME sont très importantes. En l'occurrence, c'est aussi le cas sur la région. Et donc, on a un risque de cercle vicieux. Pour illustrer ça, je vous présente un graphique que j'ai fait sur la base des PME industrielles hors industrie agroalimentaire, parce que sur les IA, les cessions sont plus faciles, et puis elles manifestent une tendance un peu différente. Vous avez ici le taux de transmission familiale. Vous voyez que, aux âges les plus avancés, le taux est élevé. C'est lié à la spécificité de la transmission familiale qui peut se faire jusque très tardivement parce qu'on a intégré très en amont la personne qui reprendra. Et en fait, c'est très progressif. On a d'abord un poste, disons, plus de direction, puis ensuite un poste vraiment complètement dirigeant. Mais si on regarde les cessions hors transmission familiale, on voit qu'au-delà de 63-65 ans, eh bien, le taux de cession baisse. Et ça illustre bien cette difficulté croissante à céder au-delà d'un certain point. Et ce n'est pas tant le sujet de l'âge que les risques de ce cercle vicieux que j'expliquais tout à l'heure, qui se manifestent dans le fait que ça peut être et de moins en moins attrayant et parfois de plus en plus difficile pour le dirigeant de se mettre dans la perspective de la cession et qui fait que la probabilité va descendre alors que le taux de disparition, lui, va avoir tendance à augmenter au-delà de 67-68 ans. Et donc on a un vrai sujet là d'assurer la cession-transmission en se préparant suffisamment à l'avance. Quand on demande aux dirigeants « Est-ce que vous voulez céder ?» et ceux qui vous répondent à moins de 2 ans « Oui », vous en avez la moitié qui nous disent « Niveau de préparation, j'ai rien fait ». Et on voit bien le décalage. Si j'ai rien fait, je vais commencer à m'y mettre, je vais me rendre compte qu'il y a des choses à faire en amont. Et tout ça risque de décaler, et finalement de décaler trop, et parfois de faire rater des opportunités qui étaient la bonne opportunité au bon moment. Alors, sur le vieillissement, on voit que sur la région, on a deux profils assez différents. En l'occurrence, si je laisse de côté la Saône-et-Loire, encore une fois, la Franche-Comté se positionne nettement mieux que la Bourgogne, bravo, mais quand même avec des taux moyens qui sont assez proches de la moyenne nationale. C'est ce que vous pouvez retrouver également sur la carte. Ceci dit, la part des dirigeants âgés, c'est pas ça seulement le sujet. Vous pouvez avoir des dirigeants âgés, mais si ils s'inscrivent dans une dynamique de cession, vous pouvez avoir un remplacement de ces dirigeants âgés, ce n'est pas forcément un problème. Donc on était allé plus loin il y a 2 ans et demi, on avait fait une typologie. Et on se rend compte qu'on a effectivement, sur un département que vous pouvez identifier, ce qu'on appelle le cas de la cession vertueuse, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones où on arrive à compenser pas forcément le haut niveau de vieillissement, mais l'augmentation de la population des dirigeants âgés par un taux de cession parmi les dirigeants âgés qui est élevé. Et donc, on arrive à maintenir et à ne pas augmenter la part des dirigeants âgés par des cessions qui sont élevées. Et du côté donc même un peu du Jura, où on est dans une situation un peu différente, mais il y a aussi une stabilisation. On est dans des situations qui sont plutôt médianes par rapport à d'autres situations. Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est peut-être sur l'Yonne, ou de la Nièvre plutôt, à mon avis. On a des situations ici qui sont assez problématiques et qui nous montrent que dans certains cas, non seulement le vieillissement est très avancé, mais il s'accentue avec les années, parce que précisément la cession ne joue pas son rôle. Et donc, je reviens sur le point que j'avais évoqué au tout début de mon intervention, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de dirigeants âgés qu'il y a des cessions, ça ne marche pas du tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de cessions que le tissu entrepreneurial rajeunit dans une région ou sur un territoire.
Et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Et donc, l'action qu'on a sur la cession, c'est une, comment dirais-je, c'est une action qui a un impact, parce qu'il y a des différences de cession qui ne s'expliquent pas du tout par l'économétrie, ni par la spécialisation sectorielle, ni par les âges, etc. Donc l'action sur le terrain, elle marche, elle est efficace, ça, on le voit dans les données, et en plus, elle a un impact sur le rajeunissement. Par exemple, dans le Grand Ouest, sur la région Rhône-Alpes, qui sont les hauts lieux du tissu entrepreneurial de PME de qualité, eh ben, on a un renouvellement qui marche très bien. Et on a un vieillissement qui est beaucoup plus limité, comme vous pouvez ici le voir sur le Grand Ouest ou sur la région Rhône-Alpes. Et donc, il y a un vrai enjeu à agir. Je voulais juste finir sur le fait que voilà, il y a des mesures récentes qui ont été prises et que certaines de ces mesures devraient quand même aider. Je pense que le fait qu'on soit dans cette situation particulière de crise vaut la peine effectivement qu'on ait pris ces mesures, parce qu'on a besoin de mesures. Alors là, elles sont centrées sur les indépendants, on n'est plus sur l'univers de la PME, mais on a besoin de relancer le dispositif, parce que très probablement on a encore plus accumulé du retard que les années passées, et que idéalement il faudrait avoir un véritable rattrapage sur la cession-transmission. Parce que là, sinon, dans quelques années, ça ne sera plus les dirigeants qui restent à la tête de leur boîte, c'est qu'on aura véritablement des disparitions, quoi. Donc on a un enjeu territorial qui est tout à fait majeur. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Alain Turgeman. Et justement, est-ce que, dites-nous s'il faudrait faire presque une campagne de prise de conscience par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des solutions pour se mobiliser ? Alors oui, moi je suis désolé, je suis parfaitement partial sur le sujet, je ne suis pas du tout objectif. Je crois que c'est l'une des batailles essentielles qu'il faut mener pour le tissu d'entreprise, la reprise de façon générale, et favoriser les entreprises employeuses. Par rapport à la logique unipersonnelle. Donc oui, je pense qu'il faudrait agir. Je pense que globalement, il faut aussi que les dirigeants qui sont en situation de céder comprennent que ce n'est pas juste leur problème à titre personnel, que c'est un problème national, quoi. Ils ne sont pas spécialement visés. Ils sont dans toute une génération de gens pour qui il est absolument nécessaire qu'ils soient soutenus, aidés, mais qu'eux-mêmes prennent conscience que ça les concerne à la fois personnellement et à la fois pour l'intérêt collectif, et que les deux se rejoignent parfaitement. Donc c'est pas si fréquent qu'ils se rejoignent, et donc là l'action, alors celle que vous avez aujourd'hui, hein, et aussi bien côté CCI que CMA, je pense que c'est absolument nécessaire. Il y a une dimension de prise de conscience, et il faut arriver à faire en sorte que les chefs d'entreprise ne considèrent plus qu'on vient peut-être trop dans leur univers intime en leur parlant de ça. Il y a une dimension intime pour eux qu'il faut respecter. Il y a aussi dans la cession-transmission une dimension qui est aussi un sujet parfaitement général et juste générationnel. Et donc les acteurs sont logiquement doivent en parler. Alors c'est vrai que si on se gargarisait un peu moins de cette création d'entreprises gigantesques qu'on a en France et qu'on regardait un peu plus ce qui se passe du côté de la reprise, peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont des créateurs qui se diraient, mais au fond, ça vaut peut-être mieux d'aller reprendre 5 emplois que de créer mon truc à partir de zéro et de rester tout seul dans mon coin. Et puisque j'ai 5 emplois, ben peut-être dans 3 ans, il y en aura 25, et là, je pourrais investir, exporter, etc., plutôt que de ne pas faire d'économie d'échelle et de jamais atteindre une taille critique et de ne pas véritablement avoir une perspective de développement. Et on a un vrai sujet là-dessus, hein. C'est vraiment structurel. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y aurait des questions ? Voilà, nous avons la chance de l'avoir avec nous ce matin, donc c'est l'occasion pour vous justement de lui poser toutes vos questions. Je vais vous donner le micro. Allez-y. Vous nous avez parlé effectivement du vieillissement de la population des dirigeants, mais que deviennent ces sociétés finalement au fil du temps ? Est-ce que vous avez une analyse sur la question ? Alors aujourd'hui,
la dernière fois qu'on a travaillé de façon précise sur les données, c'est-à-dire qu'on a travaillé en 2019 sur des données de 2017, il n'y avait toujours pas de traces statistiquement révélatrices d'un taux de disparition supérieur parmi ces entreprises par rapport au taux de disparition moyen des entreprises d'un même secteur, d'une même taille. Et donc, on ne peut pas dire que ces entreprises disparaissent. Aujourd'hui, statistiquement, ce n'est pas vrai. On peut juste le craindre à moyen terme. En revanche, clairement, statistiquement, ces entreprises ont un métabolisme qui ralentit avec l'âge du dirigeant. Ça, on le voit très clairement. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les dirigeants restent à la tête de l'entreprise. Mais au fur et à mesure de l'avancée en âge, ils ont moins envie de se projeter dans des aventures nouvelles. Et ils ont toujours en tête l'idée de céder. Donc ils pensent qu'il vaut mieux être pas trop endetté. Et puis peut-être que ça a duré. Et parfois, leur entreprise, elle vaut de moins en moins. Ils ont eu du mal aussi à se faire à cette idée que la différence entre la deuxième ou la troisième proposition et la première, c'est une évolution négative. Alors que pour eux, la boîte est toujours aussi rentable, mais effectivement, elle est moins adaptée à son marché, donc sa valeur a baissé. Donc aujourd'hui, peut-être que si on faisait les stats maintenant, on verrait des choses différentes, mais la dernière fois qu'on a regardé, il n'y avait toujours pas de traces statistiquement significatives d'un taux de disparition plus important. En revanche, oui, le dynamisme des entreprises progressivement baisse, et ça, on le voit très clairement, encore une fois, statistiquement. Il y a des tas de dirigeants à 68 ans qui sont hyper volontaires et qui ont plein de plans et qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Mais en moyenne, c'est pas ce qui se passe. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions ? Merci. Oui, bonjour, Serge Clair, je suis un petit peu dans la partie parce que je m'occupe de session-transmission. J'ai constaté depuis quelques temps que les dirigeants étaient de plus en plus fatigués et que les dirigeants familiaux réfléchissaient à 2 fois avant de transmettre leur entreprise à leurs enfants. Et c'est devenu problématique. OK, ils sont certainement capables de reprendre, mais est-ce que je fais bien de leur transmettre l'entreprise ? Ça devient un peu compliqué aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon choix ? Alors, je ne sais pas quelle est votre expérience dans ce domaine. Moi, je ne sais pas ce qu'est le bon choix, et puis je pense que ça reste un choix éminemment personnel, mais il y a une dimension sur laquelle on peut commenter, c'est la dimension de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que à un moment, il faudra qu'on dise peut-être un peu plus clairement que le positionnement du chef d'entreprise dans la société, non seulement il est positif pour tout le monde, l'apporte de l'emploi, etc., mais en plus, c'est pas un positionnement facile. Et donc, peut-être que c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être regardé un peu différemment de la façon dont on l'a regardé toutes ces années. Alors, le regard dans la moyenne de l'opinion publique, il a évolué. Mais les dirigeants d'entreprise ont du mal à s'en rendre compte. Et puis il y a un autre sujet, c'est que comme dans tous les métiers aujourd'hui, eh bien, on veut pouvoir préserver un minimum de vie privée, un minimum de vie personnelle. Et les dirigeants d'entreprise n'échappent pas à cette tendance-là. Et ça suppose aussi de trouver une nouvelle forme d'équilibre. Et là, on en revient à un autre sujet, c'est que cette nouvelle forme d'équilibre, vous la trouverez beaucoup mieux si vous avez davantage de salariés, vous êtes plus structuré, vous avez trouvé des collaborateurs sur lesquels vous appuyez, vous avez réparti un peu la charge. Ça permet aussi de donner aussi, de trouver des idées nouvelles chez d'autres collaborateurs. Et donc, on est sur une logique où le chef d'entreprise, il devient davantage manager stratège que juste l'homme à tout faire de la boîte. Et ça suppose de monter en gamme dans la taille d'entreprise. Et ça, c'est difficile à faire en France. Donc, le sujet de la taille, c'est aussi rendre le métier de chef d'entreprise plus attractif. Et ça explique aussi, à mon avis, pourquoi il y a une telle disparité dans la session. C'est aussi, je lisais des articles qui disaient
le marché de la cession, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de repreneurs et il y a très peu de cédants. Dans la réalité, c'est complètement faux, hein. Sauf que, en fait, tous les repreneurs veulent le même type d'entreprise. Et les cédants, eux, ils sont sur toute la palette des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines entreprises qui sont positionnées dans ce qui est attractif, plutôt rentable, un coût capitalistique pas trop énorme un minimum et d'activité et de capacité à répartir le coût humain du chef d'entreprise. Donc oui, cette dimension à la fois de regard de la société sur le chef d'entreprise, mais aussi de faire en sorte que le métier de chef d'entreprise apparaisse attractif, ça renvoie aussi à la taille. Et malheureusement, on n'a pas cru en taille. Je vous donne juste l'exemple de l'industrie. On a perdu entre 2004 et 2018 ou 2019, on a perdu 25% de PME industrielles en France. J'ai fait le compte il y a 2 ans. Et quand on regarde la taille moyenne en nombre de salariés des PME industrielles en 2004 et en 2018, je crois qu'à 1 ou 2 salariés près, sur la moyenne, c'est exactement la même moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun effet de concentration. Donc voilà, on dit qu'on veut faire des ETI, mais manifestement, on ne crée pas le contexte qui permet de développer l'emploi dans les entreprises, quoi. Alors ça change un petit peu, mais voilà. Il me semble qu'il faudrait être plus radical. Merci. D'autres questions peut-être? Oui, au fond de la salle. On vous apporte le micro. Moi, je me demandais juste si, vous dites elles disparaissent, ils ferment normalement ou ils font faillite? Alors, celles qui disparaissent, encore une fois, c'est pas le cas général du tout, hein. Aujourd'hui, elles vieillissent et plutôt qu'elles ne disparaissent. Mais ça peut être le plus souvent un arrêt pur et simple, hein. C'est pas nécessairement une faillite, hein. Ça peut être un arrêt pur et simple. J'ai plus en tête, honnêtement, le pourcentage de disparition juridique et de disparition simple, mais c'est pas nécessairement une disparition juridiquement marquée, hein. À un moment, voilà, on a plutôt réduit la voilure progressivement au-delà de 70 ans, puis à un moment, on va s'arrêter. Alors ça peut être parce qu'on a du foncier et que du coup, voilà, on s'en sort par là, mais même parfois quand il n'y a pas de foncier. Très bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Bon, c'est bien, je crois que vous avez répondu à toutes les questions. On va pouvoir continuer. Donc, dans le cadre de la... Merci à vous, on peut l'applaudir. Et si vous voulez ensuite me rejoindre pour continuer de participer avec nous, vous êtes le bienvenu, bien sûr. Donc, dans le cadre de la session transmission reprise, bien sûr, il faut être accompagné par des professionnels. Et je vous invite à les connaître, ces professionnels qui sont avec nous aujourd'hui, nos experts, voilà, avec une petite présentation vidéo. La Chambre de commerce et d'industrie Sondu est présente à chaque étape de l'évolution de votre entreprise. De sa création à sa transmission, en passant par son développement. Partons tout de suite à la rencontre de ces experts qui vous accompagnent et vous challengent dans la démarche de la transmission reprise d'entreprise. Le dispositif Transentreprise est proposé par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Ce dispositif permet aux repreneurs et aux cédants d'être accompagnés tout au long des étapes de la création, reprise, transmission d'entreprise. Visa Reprise est un dispositif que la CCI Sondu a mis en place déjà depuis plusieurs années, qui vise à détecter, qualifier, labelliser, accompagner des repreneurs personnes physiques, PMI, PME de plus de 10 salariés. À travers ces 2 dispositifs, Transentreprise et Visa Reprise, la CCI Sondu couvre toute la problématique de la transmission reprise. Grâce à la forte implication des collectivités territoriales et locales, ainsi que le partenariat des acteurs économiques de l'accompagnement en transmission reprise d'entreprise. Il nous importe, à nous, organismes consulaires, de veiller à conserver nos centres de décision, c'est-à-dire nos sièges sociaux,
et favoriser autant que faire se peut la reprise d'entreprise par des personnes physiques qui, au-delà d'un projet professionnel, ont un réel projet de vie. Alors mon métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes m'amène en fait à accompagner des créateurs repreneurs au travers de 4 phases. La première phase, c'est de mettre en relation des vendeurs et des repreneurs. Le deuxième sujet consiste à accompagner le repreneur dans un audit de l'entreprise qu'il souhaite reprendre. Le troisième volet va consister à établir ce qu'on appelle dans notre jargon un prévisionnel, c'est-à-dire pouvoir projeter de manière chiffrée la stratégie du futur repreneur. Le dernier volet va consister à formaliser cet engagement au travers d'un protocole, donc à négocier bien évidemment le prix, et puis à regarder également l'accompagnement du dirigeant du vendeur, dans quel délai, comment, à regarder également les aspects de garantie sur ce prix, ce qu'on appelle la GAP, garantie d'actifs passifs. Donc sur tous ces éléments-là, nous serons aux côtés du repreneur. Notre cabinet est présent auprès d'un certain nombre de dispositifs pour accompagner les créateurs repreneurs d'entreprises. Nous sommes présents à titre d'exemple au réseau Entreprendre, à Pôle emploi. J'accompagne également, où je suis représentant du conseil régional de l'Ordre, le dispositif Visa Reprise, où je suis depuis quelques années bénévole. Alors au sein du Crédit Agricole de Franche-Comté, on a décidé de relancer l'activité intermédiation pour répondre aux besoins des clients. L'idée dans un premier temps, c'est d'arriver à identifier des cibles pour un client repreneur ou à identifier des repreneurs pour des structures cédantes qui sont clientes ou non. Dans un deuxième temps, le but c'est de vous accompagner dans ce projet-là et de faciliter l'opération, jouer les chefs d'orchestre avec les avocats, avec les experts comptables, vous mettre en relation avec nos agences qui chargeront de la partie financière et arriver à des fins positives et à une fin d'opération qui soit bonne pour tout le monde. Eh bien, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à venir à ma rencontre et puis je saurai vous expliquer peut-être plus en détail mon métier et puis sur quoi je peux vous accompagner. Donc à votre disposition pour la suite. Le succès d'une transmission d'entreprise dépend de son anticipation et de sa préparation. Ainsi, les experts BFC Transmission de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté accompagnent en région les dirigeants de PME régionales dans leurs projets de cession, dans toutes les étapes de leur projet de cession. Ainsi, notre accompagnement démarre dès la valorisation de l'entreprise. Ensuite, aux côtés du dirigeant, nous construisons le projet de cession. Évidemment, un élément essentiel de notre mission sera la participation aux négociations, dans le but de gérer le bon tempo des discussions et d'ouvrir le chemin, je dirais, à un accord satisfaisant pour l'ensemble des parties. N'hésitez donc pas à venir me rencontrer, nous pourrons échanger sur tous ces sujets et les développer ensemble. Voilà, nos experts sont ici avec nous, on peut les applaudir parce que ce sont eux qui vous accompagnent tout au long de vos démarches et comme ils vous le disent, eh bien, vous pourrez les questionner avec plaisir, peut-être tout à l'heure lors du moment de convivialité et puis plus tard prendre des rendez-vous avec eux. En tout cas, ils seront à votre disposition. Vous êtes d'accord ? Oui, très bien, merci à vous en tout cas de vous être prêté au jeu de la vidéo. Et il est temps pour moi maintenant de vous présenter les témoins dont on vous a parlé en tout début de matinée, qui, comme vous, certainement dans la salle, sont passés par des phases de questionnement, de doute, ont relevé des défis et tous les 4 ont repris une entreprise, 4 parcours complètement différents, 4 expériences complètement différentes, donc vous pourrez aussi les questionner. Et donc aujourd'hui, leur entreprise est en route, c'est tout frais pour certains. Et je vous propose justement d'entrer au cœur de chacune de ces sociétés pour comprendre un petit peu ce parcours. Et ils vous expliqueront quelles démarches ils ont fait et puis toute leur expérience. Je vous invite à les accueillir comme il se doit. Ludovic Martin de la société Flex Concept, François Mercier, Claude Couverture, Tiffany Dro-Barthelet des bateaux du Saut du Doubs et le bateau et petit train de Besançon et François-Laurent Vitrac de la distillerie Guy. Bienvenue. Alors pour vous les présenter,
individuellement et ensuite je leur laisserai la parole pour vous expliquer par quelle démarche ils sont passés, quelles difficultés ils ont eues pour justement reprendre chacune de ces entreprises qui sont présentes ici. Donc je vous propose tout d'abord, déjà on va démarrer par vous, Ludovic, bienvenue. Alors ils sont allumés, normalement tout va bien, on fait un test? Oui, ça marche. C'est bon, ça fonctionne. Alors je vous propose de faire connaissance avec Ludovic et d'entrer au cœur de son entreprise tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue chez Flex Concept. Je vous invite à me suivre et puis on va aller voir mon petit quotidien. Alors j'ai repris l'activité depuis mars 2021, donc c'est très récent. J'ai travaillé pour une société d'événements EC2 Stand qui avait une antenne qui faisait une autre partie un peu plus low cost de stand pour ses clients. Et avec le Covid, on a dû se séparer de mes services. Et donc j'ai repris cette activité via mon ancien patron qui m'a bien accompagné aussi. En me proposant de reprendre EC2 Concept qui aujourd'hui est devenu Flex Concept, qui s'est adapté et donc qui a développé aussi d'autres secteurs, notamment le stand, donc la base qui était sur EC2 Concept, mais aussi la régie d'événements et de l'agencement aussi en parallèle, puisque en attendant le mois de septembre où vraiment nous avons pu reprendre les activités d'événementiel, eh bien on a développé un petit peu d'agencement. On propose de la conception jusqu'à la remise en main propre des clés de notre exposant. Donc c'est-à-dire que de la conception, ça veut dire un bureau d'études qui va partir d'une feuille blanche et élaborer un stand en fonction du cahier des charges du client. Les acteurs qui m'ont permis de faire cette transition, donc comme on l'a dit mon patron qui m'a bien accompagné, mais aussi la CCI avec Audrey Bourriot qui m'a suivi de A à Z. L'aventure de reprendre une entreprise et de créer quelque chose, c'est toujours riche. Aujourd'hui, j'ai créé quelque chose qui est à moi et avec qui je travaille pour moi. Donc c'est un aboutissement quelque part qui fait qu'on arrive à quelque chose d'encore plus concret. Voilà, vous connaissez un petit peu plus l'entreprise de Ludovic. Alors, comme vous nous l'avez expliqué, Ludovic, donc vous étiez déjà dans l'entreprise, EC2 Stand, qui avait plusieurs branches. Avec le Covid, ils ont dû se séparer de vos services et votre patron vous propose alors de reprendre la direction de l'une de ces branches. Lorsque la proposition tombe, vous êtes dans quel état d'esprit? Alors, est-ce que je peux dire merci Covid? Je ne sais pas, mais oui, c'était un sacré rebond. Enfin, il y a eu quelques rebondissements aussi. Ça a été compliqué, le licenciement économique. Il a fallu rebondir là-dessus, c'est le cas de le dire. Et effectivement, j'ai saisi l'opportunité de me lancer et de me dire, allez, en plus en reprenant dans le même secteur, donc c'était assez compliqué de se dire et de se projeter au mois de mars en te disant, tu t'es fait licencier d'un secteur où c'est que c'était compliqué, tu repars dans ce secteur-là. Donc c'était un double challenge en tous les cas pour rebondir. Oui, vous avez pris un gros risque, effectivement. Est-ce que vous aviez déjà pensé à être votre propre patron, à être à votre compte avant ça? J'ai toujours bossé dans cet esprit-là. Enfin, j'ai toujours été, pour mon ex-patron, j'ai toujours bossé comme si c'était ma boîte. Donc, au final, je me dis qu'aujourd'hui, c'est un aboutissement, puisque finalement, ça y est, c'est pour moi que je travaille. Donc, c'est encore plus valorisant aujourd'hui, quoi. Et alors justement, dans votre cas, c'est une reprise un peu spéciale parce que donc c'est une entreprise existante. Comment ça se passe pour reprendre une partie d'une société déjà existante? Quelle démarche vous avez dû faire? Alors, c'est quelque part, c'est rassurant puisqu'on repart pas de 0-0. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui doivent être modifiées ou que l'on doit modifier pour amener sa patte personnelle. Mais les démarches qui ont été faites, c'était de prendre contact avec les acteurs qui nous permettent de le faire, c'est-à-dire la CCI, par exemple, qui m'a accompagné, moi, personnellement, quoi. D'accord, oui. Donc, vous avez été guidé de A à Z. Ça a pris du temps, tout ça? Ça a été assez rapide parce que la décision, je l'ai prise assez rapidement. Après, effectivement, le temps de mettre tout ça en place parce qu'on rencontre beaucoup tous les acteurs qu'on a vus avant, que ce soit
la partie comptable, la partie banque, la partie CCI d'accompagnement pour faire toutes ces démarches administratives qui sont quelque part aussi importantes et conséquentes, parce que ça prend un petit peu de temps pour faire tout ça. Et moi, ce qui m'a permis aussi de me lancer pendant le Covid, pendant cette période, c'est qu'il y avait moins d'activité, donc ce qui m'a fait que ces démarches... un peu plus de Exactement. Temps. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, vous avez un vrai rôle, vous développez plein d'idées. Donc la partie que vous avez repris ces 2 concepts, aujourd'hui baptisés Flex Concept, c'était important pour vous d'avoir une vraie identité, d'avoir votre propre nom. Pourquoi vous avez changé de nom finalement ? Ça l'est parce qu'il fallait qu'on coupait un petit peu cet esprit de boîte qu'on reprend, puis on a envie aussi forcément de reprendre quelque chose, donc que ça soit à notre image donc de rebaptiser l'entreprise. Oui, il fallait que je le fasse. Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Bien, le oui, Covid. Mis à part le Covid, forcément, au moment de la c'en est prise. une. Oui. Donc, mais est-ce que j'ai rencontré des difficultés ? Non, ça s'est plutôt pas mal déroulé. Les aléas, non, il n'y a pas eu énormément d'aléas. On a tout de suite été d'accord avec mon ex-patron, donc ça a été assez rapide dans la transmission. D'accord. Bon, ça, c'est une question que je vais vous poser à tous, finalement. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui pourrait être dans votre situation, dans la salle ? Conseil à donner aujourd'hui, le pas peut sembler difficile, mais il n'est pas infranchissable du tout. Ça, c'est un beau conseil, effectivement. Merci beaucoup, Ludovic, on peut l'applaudir. Et si vous avez des questions à lui poser, bien sûr, je vous invite à les retenir dans vos têtes ou à les noter peut-être sur votre téléphone. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez juste après. Alors, on va vous présenter une autre entreprise. Cette fois-ci, c'est avec vous, François. Et donc, on va présenter Claude Couverture. Regardez. Allez, je vous emmène avec moi. Bonjour à tous, François Mercier, 51 ans, repreneur de l'entreprise Claude Couverture il y a maintenant 1 an. Alors Claude Couverture est spécialisé dans la charpente, couverture zinguerie. Nous sommes aussi installateurs conseil pour la marque Velux et nous sommes franchisés sur la région Franche-Comté pour la marque Dalalu. Voilà donc bien ici la partie atelier et stockage dans lequel nous rentrons tous les soirs nos véhicules. Aujourd'hui quelques équipes qui travaillent sur du montage de lucarnes. Salut Gérald. Alors, explique-moi ce que tu as fait aujourd'hui avec Cyril. Aujourd'hui, on a préparé nos cadres pour nos lucarnes. Nous avons préparé des cadres que nous allons mettre de chaque côté, comme on vient de donner, et nous allons mettre de la laine de verre dedans pour l'isoler. Alors aujourd'hui, on est à peu près 18. Comme nous croyons aussi à la formation des jeunes, nous avons 2 apprentis. Un apprenti sur le métier de la couverture zinguerie et une apprentie en BTS assistante de gestion. On a environ une douzaine de véhicules, dont ce beau véhicule d'intervention rapide qui se trouve derrière moi. On a aussi des véhicules utilitaires légers pour aller sur les chantiers et un camion poids lourd avec une grue auxiliaire qui monte jusqu'à 24 mètres de hauteur. Depuis un certain nombre d'années, j'étais en recherche d'une entreprise sur le secteur de Besançon, entre 15 et 20 salariés. Je n'avais pas d'idée préarrêtée sur l'activité de l'entreprise. Et après avoir étudié pendant un certain nombre de mois le dossier de Claude Couverture, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais effectivement il faut croire au projet, croire aussi un peu au projet de développement que j'avais quand j'ai acheté l'entreprise. Donc voilà, c'est encore un peu tôt pour parler d'épanouissement, mais pour autant il faut être là tous les matins avec l'envie de faire, quoi. Voilà, François Mercier, Claude Couverture. Alors, vous arrivez dans un milieu que vous ne connaissiez pas du tout, parce que vous étiez dans le transport routier, vous voilà à la tête de l'entreprise Claude Couverture. Comment vous en êtes arrivé là ? Ça a pris combien de temps, justement ? Vous le dites dans la vidéo, que vous avez étudié les dossiers pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi vous avez choisi cette entreprise ? Alors plusieurs mois, oui, plus de 2 ans. Ah oui, plus de 2 ans. Plus encore. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, c'est très compliqué en fait de faire le lien entre les cédants et les repreneurs. Voilà, après vous étudiez un certain nombre de dossiers qui vous paraissent sympathiques et puis quand vous grattez un petit peu avec votre expert
sur la partie comptabilité, ben, vous ne donnez pas suite, quoi, hein, voilà. Donc la société Claude Couverture présentait une santé financière intéressante sur un métier, la charpente couverture. Je pense qu'on aura toujours besoin de toi. Oui. Voilà, sur un métier, je trouve, qui est noble aussi. Et puis avec cette franchise Velux et Dalalu, qui me semblaient des pistes de développement intéressantes, quoi. Et au-delà de la santé financière de l'entreprise, c'est quand même un gros challenge, parce que, comme on le disait, ce n'était pas votre domaine. Est-ce qu'il y a eu une phase d'apprentissage avec le cédant? Alors oui, effectivement, il y a eu un accompagnement, ce qu'on appelle un tuilage, sans faire de mauvais jeu de mots. Je voulais laisser celle-ci. Ah oui, parce qu'elle allait forcément arriver. Donc il y a eu effectivement une partie accompagnement, bon, voilà, qui ne s'est peut-être pas forcément passé comme on l'envisage au départ. Donc voilà, s'il y a un conseil à donner, c'est attention à la partie accompagnement. Oui, voilà. Ah bah ça c'est sûr, hein, c'est pas toujours tout. D'accord. Vous pouvez prendre le micro, hein, si vous voulez commenter, c'est possible. Une fois que vous avez eu la parole. Je disais pas trop long, quoi. Oui. C'est un peu ça. Et du coup, voilà, toujours en phase de conseils et de témoignages, quelle démarche vous avez dû faire dans un premier temps lorsque vous vous êtes dit que vous vouliez reprendre une entreprise? Voilà, c'est quoi la base? Alors, c'est vrai que là, on se trouve un petit peu face à un vide, parce qu'on ne sait pas vers qui se retourner, quoi. Voilà. Donc, bon, moi, j'avais la chance, par mon précédent métier, d'avoir des contacts, des relations un peu orientées sur ce type d'activité, mais c'est vrai que voilà, on ne sait pas à qui s'adresser, quoi. Vous voulez acheter une maison, ben, vous êtes dans une agence immobilière. Vous voulez acheter une voiture, vous êtes dans un garage. Vous voulez acheter une entreprise, vers qui je me retourne, quoi. Donc, voilà. Et alors, vers qui on se retourne? On se retourne avec cabinet comptable, cabinet d'avocats, et puis après, effectivement, avec des gens qui ont pris la parole d'ailleurs tout à l'heure, hein, qui sont spécialisés dans la reprise. Mais voilà, ça ne court pas les rues non plus, quoi, hein. Voilà. Puis après, bon, CCI, chambre de métier, etc. Mais bon, voilà, on s'aperçoit que finalement, on s'aperçoit assez vite qu'on a vite fait le tour et que après, on ne sait plus trop vers qui se retourner, quoi. Et quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées, vous, dans cette démarche? À part le fait de trouver des dossiers à étudier, je dirais qu'après, une fois qu'on est accompagné par les bonnes personnes, je dirais qu'après, tous les dossiers roulent, quoi, hein. Oui, ça Mais le conseil, c'est vraiment d'être accompagné. Voilà. Effectivement, de ne pas travailler seul, quoi. Oui, c'est important d'être en équipe, entre guillemets. Tout à fait. Donc là, c'est vrai que c'est tout jeune, hein, ça fait 1 an que vous avez repris l'entreprise. Vous pensez que ça va prendre encore combien de temps avant de trouver un peu votre rythme de croisière? Après, ça, je pense que chaque cas est particulier. Bon, moi, j'ai eu une reprise un petit peu difficile, donc c'est encore, on va dire, en gestation. Mais je pense que globalement, oui, il faut bien compter 1 an, 2 ans avant de pouvoir vraiment dire, voilà, j'ai trouvé mes marques et j'imprime ma marque, quoi. On parlait du changement de nom. Oui. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai voulu garder le nom parce que l'entreprise était assez connue sur le secteur. Mais voilà, depuis quelques mois, je me dis que finalement, ça serait peut-être pas inintéressant de changer. Ouais, aussi, donc oui, il va y avoir encore quelques rebondissements, peut-être. Ouais, peut-être. Donc ça ferait presque partie des conseils que vous donneriez, de s'approprier l'entreprise en changeant de nom, par exemple? Enfin bon, après, je sais pas si c'est la priorité, et puis chacun voit un petit peu les choses à sa manière, quoi. Mais non, après, je n'ai pas d'idée bien arrêtée là-dessus, là. D'accord. Merci beaucoup, François. Merci. On peut l'applaudir. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, moi non plus, hein, je parlais de rythme de croisière. Du coup, je fais un saut directement avec Tiffany Dro-Barthelet, et qui nous emmène, là, qui nous fait voyager. Je vous laisse regarder. Bonjour, bienvenue au Saut du Doubs. Je vous amène avec moi pour découvrir notre compagnie. C'est une entreprise familiale, puisque mon arrière-arrière-grand-père avait déjà un bateau à roue à aube à l'époque qui permettait de visiter les bassins du Doubs. Et donc, juste avant moi, c'était mes parents, et j'ai repris l'entreprise en novembre 2020. Donc, nos bateaux sont spécialement conçus pour la visite des bassins du Doubs, où on navigue au cœur des canyons, et avec des vitres sur toute la partie supérieure et un grand pont supérieur pour apprécier le paysage.
Le fait que ce soit une reprise dans le cadre familial, j'ai eu la chance de pouvoir passer par tous les postes de la compagnie au fur et à mesure des années. C'est vrai que depuis toute petite, je venais déjà après l'école pour faire des choses à la boutique et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc actuellement, on est à bord de notre bateau l'Odyssée, donc un de nos 5 bateaux. Là, on est en configuration promenade, donc avec les chaises, mais nos bateaux sont entièrement modulables. On peut également être en croisière repas ou en croisière événement pour des mariages, des fêtes de famille ou des événements d'entreprise. Lors de la balade, on navigue tout d'abord dans ce qu'on appelle les méandres du Doubs, donc au niveau du village de Villers-le-Lac. Ensuite, on arrive sur le lac de Chaillisson. C'est à partir de cet endroit où on aura la France d'un côté et la Suisse de l'autre. Donc la rivière fait frontière. Puis on rentre au cœur des canyons des bassins du Doubs qui sont classés grand site national. Là, on se trouve au niveau des bassins du Doubs, donc des canyons. Actuellement, les bateaux ne naviguent plus puisqu'on est en basse saison. C'est pour ça que je vous amène pour voir le paysage de cette manière. On a également le bateau et le petit train de Besançon pour permettre de découvrir cette ville qui est chargée d'histoire. Donc la particularité de notre compagnie, c'est qu'on est engagé dans l'environnement. Nous naviguons avec un carburant éco-responsable, respectueux donc de la faune aquatique, biodégradable. Et donc c'est quelque chose qui est très important pour nous de pouvoir préserver les milieux naturels dans lesquels on navigue et de faire perdurer ça dans le temps. Voilà, je vous l'avais dit qu'elle allait nous faire voyager, Tiffany. Alors, nous voici face à une reprise particulière, une reprise familiale. Hein. Vous en êtes la 5e génération, donc c'est vraiment très beau. Et vous avez beaucoup bougé, vous, pour vos études, en passant par Paris, les États-Unis, Singapour. Et vous voilà de retour ici à Villers-le-Lac. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qui vous a ramené ici sur vos racines? Alors, non? Eh ben, on en prend un autre. Alors, je suis revenue justement pour pouvoir reprendre l'entreprise, mais c'est aussi par le fait de partir à l'étranger que je me suis rendu compte. Je savais déjà qu'on avait un beau département et des très beaux lieux, mais le fait de voir aussi ailleurs, nous faire venir avec un œil extérieur et de vraiment se rendre compte d'autant plus qu'on a un endroit qui est magnifique. Et donc, c'était ici que j'avais envie de travailler. Effectivement, c'est magnifique. Hein. Je le répéterai jamais assez. Merci de nous avoir fait voyager lors de cette vidéo. Alors, j'imagine que le parcours de la reprise familiale n'est pas un parcours classique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment cela se passe pour une reprise justement d'entreprise familiale? On en parlait tout à l'heure avec notre conférencier Alain Tourjman qui parlait justement d'héritiers, parce que vous n'êtes pas la seule. Hein. Vous êtes une fratrie, je crois que vous êtes 3. Donc, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé tout ça. Oui, exactement. Donc, j'ai un frère et une sœur qui sont tous les deux plus âgés que moi. Et c'est vrai que dans le cadre d'une reprise familiale, la question des frères et sœurs se pose systématiquement. D'autant plus que là, donc, ça s'est fait sous forme de rachat pour avoir un équilibre avec la famille. Donc voilà, c'est cette partie-là qui est quand même vraiment importante à prendre en compte, pas uniquement la partie entreprise, mais aussi la partie familiale derrière. Et puis côté financement, je crois que c'est encore différent sur une reprise familiale et une autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors justement, on avait fait appel à la CCI pour savoir s'il y avait des aides possibles pour la reprise. Et malheureusement, comme c'était dans le cadre familial, je n'ai pas eu droit à aucune aide. Ça aurait été une autre personne où j'aurais racheté l'entreprise à une autre personne que mon père. Des aides auraient été possibles, mais dans le cadre familial, c'est pas possible. Alors que je dirais que la reprise s'est faite sous forme de rachat, donc il n'y aurait pas eu il n'y a pas de questions particulières. Est-ce que vous considérez que ça a été la principale difficulté du coup, cette partie financement, ou il y en a d'autres peut-être que vous pouvez nous indiquer? Alors, je dirais que c'est une difficulté, oui, parce que ça aurait pu être un support, ça aurait pu nous aider.
Après, dans les difficultés, ma difficulté principale, ça a été de reprendre en pleine période Covid. Comme on est une entreprise touristique, on a été fortement impacté. D'où le poids encore plus important de la reprise. On ne peut pas se consacrer à 100% à l'activité, mais à devoir aussi gérer ce challenge qui est une des périodes les plus compliquées que l'entreprise ait pu connaître. Ça, je veux bien vous croire. Et alors, toujours dans le but de donner un conseil et de témoigner, quelles sont les erreurs à ne pas faire, selon vous ? Alors, je dirais que dans le cadre d'une entreprise familiale, l'erreur à ne pas faire, c'est de reprendre une entreprise pour, je ne veux pas dire pour faire plaisir, mais sans être vraiment sûr qu'on a envie de la reprendre. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce qu'on peut avoir le poids de la famille derrière, mais je pense que si on se lance à reprendre une entreprise en n'étant pas sûr à 100%, ça peut difficilement bien fonctionner. Oui, c'est sûr. Et est-ce que vous, au fond de vous, vous avez toujours su que vous reprendriez cette entreprise ou c'est arrivé un petit peu plus tard? Alors, vous le disiez, depuis toute petite, vous êtes à la boutique et voilà, vous faites partie du paysage depuis longtemps déjà. Mais est-ce que, au fond de vous, vous aviez déjà cette envie? Alors, je dirais que j'ai toujours eu cette idée quand même derrière la tête en ayant cette possibilité et c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais j'ai pas du tout voulu me fermer à ça. C'est pour ça aussi que j'ai travaillé dans d'autres entreprises. Je suis allée voir aussi un peu ailleurs comme ça se passait. Et mes parents ne m'ont pas poussée à reprendre. C'était vraiment si j'en avais envie, sinon je pouvais faire autre chose. Oui. Donc ça, c'est important. Et justement, d'avoir vu aussi ailleurs, travaillé ailleurs, ça m'a confortée dans l'idée d'avoir aussi ma propre entreprise et l'intérêt que j'avais dans cette compagnie. Très bien, merci beaucoup. On peut applaudir Tiffany. Merci infiniment. Alors, vous, François Laurent, on est sur une reprise complètement différente, à l'inverse même, parce que vous reprenez une entreprise qui se transmettait de génération en génération et vous n'êtes pas de la famille. On va découvrir tout de suite quelle est cette société. Bienvenue à la distillerie Guy. Venez, suivez-moi, on va visiter. Mesdames et messieurs, bien bonjour. Les établissements Pierre Guy sont heureux de vous accueillir dans leur distillerie. Voilà, nous sommes ici au cœur où tout se passe, donc à la distillerie Guy, à Pontarlier, dans le Doubs. Donc Pontarlier, c'est la capitale mondiale de l'absinthe. Vous êtes donc dans une distillerie d'absinthe fondée par M. Armand Guy, où se sont succédées 4 générations de distilleries. J'ai repris cette maison il y a un an environ, le 20 novembre 2020. Donc j'étais chez Moët Hennessy, qui est donc la branche vin et spiritueux du groupe LVMH pendant plus de 20 ans. Souvent, à l'âge de 50 ans, on se pose plein de questions et j'avais encore quelques rêves à réaliser. Donc la reprise d'entreprise s'est passée de manière très fluide. J'ai eu la chance de signer très rapidement, puisque la reprise s'est faite quasiment 10 mois après. La distillerie Guy existe depuis 1890. Elle est entreprise du patrimoine vivant depuis 2007. Nous avons d'ailleurs collaboré avec la CCI pour mettre en place une antenne régionale des EPV de Bourgogne-Franche-Comté. Un des grands attributs de l'ADN de la distillerie sont ses recettes secrètes transmises de génération en génération et dont je suis le seul détenteur aujourd'hui. Mais tout le travail que j'ai fait était vraiment de réécrire l'histoire de la distillerie, la belle histoire comme on dit, d'établir l'ADN de cette distillerie pour que tout ce que l'on fasse soit en totale adhésion et en cohérence avec le passé et l'histoire de la distillerie qui est très très riche. Donc la distillerie Guy, en quelques chiffres, c'est 650 000 litres d'alcool distillé ici au sein de ces alambics tous les jours. C'est 5 millions de chiffres d'affaires, 12 salariés. On a eu la chance de les faire monter au capital pour la moitié d'entre eux. Une trentaine de produits, plein de richesses comme ça qu'il faut maintenir en vie et surtout nourrir. Voilà, comme ça, vous avez eu une petite visite personnelle, là, c'est plutôt pas mal. Alors, François Laurent, justement, une entreprise qui se transmet de génération en génération. Vous ne faites pas partie de cette famille Guy. Est-ce qu'on peut parler de gros défis, justement? Est-ce que c'est encore un plus grand défi de reprendre ce genre d'entreprise? Oui, je crois que le premier défi, c'était déjà de réaliser que c'était une entreprise qui avait un poids local, une vraie institution qui va au-delà du chiffre d'affaires ou du nombre de salariés.
Et donc c'était une sorte de drame qu'elle ne soit pas transmise au sein de la famille. Et donc les Doubiens, les Pontisaliens pensaient vraiment que le monde allait s'arrêter, que les recettes allaient changer, que le pont ne serait plus le pont, etc. Donc effectivement, j'ai dû faire face à pas mal de craintes de ce genre-là, notamment de la part des consommateurs. Oui, un accueil un peu frileux des locaux finalement. Oui, oui, en plus avec une étiquette un peu de grand groupe, LVMH, voilà, ils vont tous changer, ce sera plus pareil. Ouais, bon, cela dit, c'est pas surprenant non plus. Oui, c'est normal, c'est normal. Ouais. Il y a toujours des craintes, hein, comme vous le dites, hein, ça fait partie du patrimoine local. Donc voilà, on y tient, donc on a envie d'en prendre soin. Mais vous le faites très bien, j'en suis sûre, et on le voit parce que vous en parlez avec passion. Pourquoi avoir choisi cette entreprise plus qu'une autre ? Je pense qu'il y a toujours un facteur un peu chance dans sa vie, hein, au quotidien. Et puis, moi, j'étais vraiment parti pour l'opposé de la France. Je cherchais une boîte en Bretagne, donc je suis mal tombé. Et je voulais quitter les vins spiritueux parce que, bon, après plus de 20 ans à boire beaucoup de champagne et de cognac et de whisky, je m'étais dit qu'il était temps de passer à des choses plus saines. Et je suis retombé dedans, comme Astérix et Obélix. Voilà, j'ai pas pu m'éloigner. C'est un concours ou un parcours du... Ouais, un peu de chance parce que j'avais contacté des partenaires financiers pour la reprise d'une autre entreprise qui était dans un secteur totalement différent, en plein premier confinement. Et donc, je me suis retiré de ce dossier-là. Et c'est en fait mes partenaires financiers, notamment un fonds d'investissement, qui m'a parlé de cette distillerie. J'ai refusé en bloc pendant des semaines, voire même quelques mois. Et à un moment donné, j'ai cédé et ils m'ont montré le dossier. Et j'ai aperçu cette belle endormie. Je ne pouvais pas passer à côté. D'accord, effectivement. Et puis en plus, hein, comme vous le dites, vous faites un petit clin d'œil à Astérix et Obélix, mais vous êtes quand même détenteur d'une recette secrète. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu comme un druide, comme Merlin l'Enchanteur ? Un peu, ouais. Non, pour revenir un petit peu sur le choix d'entreprise à reprendre, je crois que ce qui est important, en tout cas me concernant, c'est le côté passionnel qu'on peut avoir, la relation avec cette entreprise. C'est pas juste un employeur qui va payer ses chèques ou son salaire en fin de mois. Il faut vraiment qu'il y ait un moteur personnel qui nous drive au quotidien. Et bon, il s'avère que j'ai toujours aimé les plantes, la nature, etc. Et d'être si proche justement d'ingrédients qui se transforment ensuite en produits, enfin, avec beaucoup d'humilité, en produits de plaisir, de fête. C'est vraiment sympa. Donc, effectivement, je détiens des recettes, mais c'est plus une responsabilité de les garder secrètes et de maintenir un peu ce mythe, hein, parce que ça fait partie un petit peu de l'histoire de la distillerie Guy. De trouver aussi quelqu'un par la suite qui aura le droit de récupérer ces recettes et de... Enfin, moi, je dis souvent que je suis qu'un passager dans la vie de cette entreprise, puisqu'elle existe depuis 1890. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de la transmettre dans un meilleur état à mon successeur que le bon état dans lequel je l'ai récupéré. Et les recettes font partie de ça. Donc, c'est qu'un détail. Effectivement, c'est une notion très, très secrète, parce qu'on ne veut pas que les concurrents, il y en a beaucoup qui nous copient, qui s'approprient tout ça. Mais ça fait partie aussi de la culture locale du Doubs, où avant, il y avait 23 distillateurs à Pontarlier et chacun gardait sa recette. Voilà, ça fait partie du folklore de ce monde-là. Donc du coup, vous avez dû être formé, bien sûr, sur le produit. Combien de temps ça a pris, tout ça ? Alors, c'est vrai que lors des formations sur les reprises d'entreprise, on a souvent entendu que la transmission était une période un petit peu difficile. Donc, je l'ai entendu ici. Et c'est vrai que je l'ai vécu aussi, malgré le fait que les cédants étaient des gens formidables. Ils restent des gens formidables. D'autant plus que je vais continuer un petit peu à les mettre en avant, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu récupérer une entreprise qui est aussi belle. Mais ça devait se faire sur 6 mois et quotidiennement. Et en fait, on a dû se voir peut-être 4 ou 5 fois avec le cédant, avec le père. Sachant que le fils qui n'a pas voulu reprendre, il était également la 5e génération, mais lui a choisi de ne pas reprendre, avait fait un trait total sur la transmission. Il ne voulait plus entendre parler des distilleries, même s'il repasse de temps en temps. Mais je pense que dans le regard des consommateurs, il l'a vécu peut-être comme une trahison de ne pas reprendre, parce que c'était un sacrilège qu'une institution comme la distillerie Guy ne reste pas au sein de la famille Guy. Voilà, donc la transmission n'était pas du tout aussi fluide que ce qu'on peut imaginer. Et je pense qu'il y a probablement différentes phases de deuil de la part du cédant, un peu la même chose que qu'on peut vivre quand on perd quelqu'un de proche, entre la colère, la tristesse, le déni, voilà. Et pour eux, de voir que l'entreprise se porte très très bien sans que la famille soit là, alors que ça faisait comme 5 générations, je pense que c'est très difficile pour eux aussi.
Donc voilà, cela dit, ça s'est fait de manière très fluide, hein. Il n'y a pas de souci non plus. Hein, mais... Oui. Vous pouvez nous raconter du coup un petit peu les étapes par lesquelles vous êtes passé pour la reprendre, cette entreprise? Oui, il y a l'arrivée dans le Doubs déjà, hein, qui est une aventure en soi. Je ne savais pas où se trouvait Pontarlier, donc j'ai regardé sur la carte. En plein hiver, hein, puisque je suis arrivé, je crois, le 15 novembre, une semaine avant la signature, en plein secret, bien évidemment. Je ne pouvais raconter à personne pourquoi j'étais là et ce que je faisais. Et puis ensuite, de rentrer dans une entreprise où chacun avait son rôle, parfois depuis des décennies, puisque je n'ai pas fait le calcul, mais sur l'ancienneté au sein de ma boîte est assez importante. Hein, sur les 6 salariés, les 50% des salariés qui sont montés au capital, ils ont tous plus de 15 ans d'ancienneté. Donc pour eux, c'était aussi un gros changement. Mais ce n'est pas tant l'arrivée initiale, je pense, qui est le plus dur, c'est la phase qu'on traverse maintenant. C'est-à-dire une entreprise qui a un petit peu navigué, sans jeu de mots, sur un passé assez tranquille et qui subitement est pris de plein fouet par le Covid, hein, il faut le dire, par tout ce qui en suit, c'est-à-dire les ruptures. Cette année, on a eu des ruptures sur tous les aspects, enfin le carton, le papier, le verre, les fruits, les plantes, tout, les énergies, l'inox. C'est vraiment une année assez challenging. Et en fait, aujourd'hui, certains salariés se rendent compte que l'entreprise, il y a eu beaucoup de changements et ils étaient plutôt habitués à avoir une tranquillité et puis un quotidien, un train-train qui se répétait. D'accord. Et donc, un autre aspect aussi, vous êtes détenteur de la marque, mais pas des murs. Comment ça se passe? Bon, ça, c'est un micro-détail, je dirais, parce que souvent, quand on est patron d'entreprise, le rachat des murs est plutôt un moyen de capitaliser, de se créer un capital à côté, et puis peut-être de sortir indirectement le loyer pour financer ce capital. Le fait qu'on n'ait pas fait ça, c'est pas bien grave en soi. De toute façon, les murs de la distillerie n'iront nulle part ailleurs. Alors, je suis un peu franglais, hein, donc je vais utiliser un terme anglais. On a le right of first refusal, c'est-à-dire que dès qu'il y aura des cessions de titres, on sera les premiers contactés pour les racheter. Et en fait, on n'est pas propriétaire des murs simplement parce que quelqu'un dans la famille a décidé à une époque qu'il valait mieux bloquer cette transmission des murs pour éviter justement une cession de l'entreprise. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà. Donc ça ne change rien, franchement, dans les fondamentaux, si ce n'est qu'un jour, peut-être avec les salariés, on va reprendre les murs et ça nous permettra de créer un capital à côté, quoi. Très bien. Et dernière question, comme je l'ai posée à tous ceux qui sont autour de nous, un conseil peut-être à donner face à la reprise d'une entreprise comme celle-ci ou autre? Ouais, je ne suis pas un donneur de leçons, mais je pense que chacun doit un peu faire sa route, bien évidemment prendre en compte tout ce qu'on entend des experts. C'est clairement une aventure d'équipe, même si on pense que c'est un grand moment de solidarité, enfin solitaire, j'allais dire plutôt. On est vraiment accompagné par les banques, par l'expert comptable, par les associations, par sa famille, par ses proches, etc. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'en fait, si la signature elle a lieu, ou lorsqu'elle a lieu, c'est grâce à cet effort de groupe, cet effort collectif, et ce n'est que le début, puisque après, toute l'histoire s'écrit avec les salariés, bien évidemment, et les consommateurs quand on en a, etc. Donc, il y a absolument... oui, il n'y a pas une page qui est écrite de la même façon pour tout le monde. Il faut que ce soit un parcours agréable. Et voilà, c'est une belle aventure. Et l'aventure, elle est faite pour être vive pleinement. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Alors, je vais proposer, si vous le souhaitez, hein, Alain Tourduman, est-ce que vous voulez nous rejoindre peut-être pour échanger quelques mots avec nos témoins? Et ensuite, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les préparer dans vos têtes. Approchez, hein, et on posera toutes les questions que vous souhaitez, bien sûr. Voilà, on a 4 jolis exemples, hein, de reprises, Alain Tourduman. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Est-ce qu'il faudrait rajouter quelque chose? Je crois que les témoignages parlent pour eux-mêmes. Moi, ce que ça m'évoque, c'est ce qui va un peu, c'est ce qui s'éloigne de mon métier, c'est-à-dire que on voit bien que chaque entreprise est une personnalité morale et une aventure humaine. Et on sentait bien dans chacun des témoignages que on n'est pas juste là pour réussir la rentabilité d'un actif. Et d'ailleurs, quand on vend une entreprise, on ne vend pas véritablement un actif. C'est pas un logement qu'on met sur une... on achète
Et pas seulement on achète, on s'implique dans une activité, on s'approprie quelque chose, on essaye de le faire grandir. Et il y a cette dimension-là qui, en particulier avec la reprise, je trouve, est particulièrement marquée et qu'on a bien entendu de façon chaque fois différente, mais toujours dans cette même idée d'aventure humaine, quoi. Et je trouve que ça, c'est très fort. Et ça nous renvoie bien à l'idée d'un ancrage sur un territoire, parce que quand on fait quelque chose, il y a des interactions, on est dans un écosystème, on interagit avec d'autres, et tout ça, ça fait vivre un territoire. Et je pense que cette dimension-là, elle est vraiment importante. Puis il y a ce côté patrimoine vivant. Enfin, moi, je suis très sensible à ça, et c'est vrai que ce qu'on retrouve même sur d'autres aspects, parce que je pense que votre activité dans le tourisme, ça renvoie aussi à ça. Et là encore, ça fait grandir, ça valorise les traditions, ça fait grandir un territoire, ça le fait connaître, et puis ça permet de créer un cadre à la fois économique, mais aussi de société où tout le monde se sent mieux. Donc non, je trouve que c'était très intéressant de ce point de vue-là. Et je pense que c'est vraiment important de marquer que l'entreprise, c'est pas juste... c'est un lieu de création de valeur, mais c'est aussi un lieu de création de valeur sociétale, comme on dit maintenant, quoi, hein. Et que derrière l'entreprise, il y a une personne, parfois quelques-unes, hein, qui en sont l'âme. Et ça porte une entreprise, et ça apporte aussi cette dimension de diversité, cette capacité à avoir des idées complètement différentes, à changer d'avis. et tout ça, voilà, je trouve que c'est important quand dans un projet économique, il y a aussi une passion, quoi. Et souvent, un patron de PME, c'est quelqu'un de passionné, et on l'entendait bien là, quoi. Merci beaucoup, merci infiniment. Est-ce que parmi vous, quelqu'un aurait des questions à poser à nos intervenants, à nos témoins? Ah, par là-bas. N'hésitez pas à dire à qui vous voulez poser une question. Oui, bonjour, Thierry Pétamant. Félicitations pour ces témoignages et ces transmissions d'entreprise. Ma question va se porter à Monsieur Vitrac, s'il veut bien. Entreprise effectivement familiale, très familiale. Certains collaborateurs ont accepté de rentrer dans l'aventure en participant au capital. Est-ce que pour eux, ils se sentent beaucoup plus impliqués qu'avant dans la mesure où ils sont dans le capital? Et est-ce qu'ils partagent, est-ce qu'ils ont la possibilité, j'ose espérer, mais est-ce qu'ils partagent la stratégie de développement? Parce que vous n'en avez pas beaucoup parlé, vous avez parlé de Belle Endormie. Je pense qu'il y a une grosse capacité de développement. Est-ce qu'ils partagent la stratégie de développement? Merci. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, j'étais pas présent avant que je n'arrive, donc je peux pas trop comparer avec ce qui se faisait auparavant. Ce que je sais, c'est que chaque personne a sa personnalité, hein, chaque individu a sa personnalité, et qu'effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus aptes au changement que d'autres. Hein. Donc, on parle souvent d'agilité. Je pense que là, on rentre vraiment dans un exercice d'agilité de leur part, hein, en tout cas, de pouvoir accepter ces changements. Mais ensuite, est-ce qu'ils partagent la vision? C'est pas tant que eux doivent partager la vision, c'est plutôt moi qui dois partager, je pense, ma vision et puis la valider auprès d'eux. Il y a des choses, bien évidemment, qui sont qu'on décide, qui sont des décisions assez faciles quand on vient du métier, hein, peu importe le métier. Et donc là, c'est juste des questions de convaincre sur la pertinence d'aller sur tel secteur de développement. Mais ensuite, il y a aussi des choses qui doivent absolument rester en cohésion, comme je le disais un petit peu dans le film, avec le passé de l'entreprise. Et donc, quand on parle de PV, d'entreprise du patrimoine vivant, de création de produits, de choses comme ça, c'est clair que là, je les consulte activement pour m'assurer que ce qu'on développe soit cohérent avec le passé de l'entreprise. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait dans les hommes clés, donc ceux qui tenaient vraiment des postes, et on parle d'hommes clés, mais il y a des femmes clés, bien évidemment, hein. Sur les personnes clés de l'entreprise, elles voulaient toutes monter au capital. Et elles voulaient même racheter l'entreprise à la base. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'ouvrir le capital aux salariés.
je craignais que ça crée des disparités au sein de l'équipe, puisque les personnes clés, bien si beaucoup d'entre elles avaient beaucoup d'ancienneté, il y en avait un qui était assez jeune dans l'entreprise. Donc je ne voulais pas créer non plus de problèmes au sein de l'équipe. Et c'est pour ça que j'ai ouvert le capital à toute personne qui avait plus de 15 ans d'ancienneté, pour avoir une sorte de critère neutre. C'est sûr que d'avoir cette opportunité-là, cette chance-là, ça permet d'avoir un dialogue beaucoup plus franc, plus direct avec eux. Sur la direction à donner, il y a moins d'inconnus, même si bien évidemment on sait où on va aller, mais on ne sait pas comment on ira là-bas. Et puis d'avoir un retour très direct et très franc de leur côté aussi, mais tout en restant très humble par rapport au discours, parce qu'il faut qu'ils restent dans des termes accessibles par tous. Et quand on est face à ces salariés, ils n'ont pas tous eu la chance de voyager à l'international ou de travailler dans des grands groupes ou d'avoir fait des études, etc. Donc il faut s'adapter à eux. Voilà, mais c'est une belle aventure en tout cas. Merci. D'autres questions peut-être? Oui, devant. Oui, vous avez beaucoup parlé, enfin, plusieurs d'entre vous ont parlé de la problématique de l'accompagnement du cédant. Est-ce que vous avez imaginé de faire un accompagnement avant la cession? C'est-à-dire, enfin, moi je propose ça souvent maintenant. Ça se passe souvent bien. C'est-à-dire que le repreneur prend le temps, il n'est pas impliqué dans le quotidien, donc il prend le temps de comprendre l'entreprise, ses mécanismes, ses procédures, etc. Et le cédant, en fait, il gagne parce que ça lui permet de réduire un petit peu aussi le temps d'accompagnement, où en fait, une fois qu'on a acheté, on a envie de prendre les manettes, quoi. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous avez fait ça ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu se faire? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Ludovic Martin. Moi, je ne suis pas trop concerné parce que j'étais déjà de la partie d'avant. Donc, les rouages, je les connaissais plutôt bien. Donc, je n'ai pas eu besoin de cet accompagnement-là non plus parce que j'étais employé, mais complètement libre. Donc, je gérais comme je voulais mes dossiers. Donc, effectivement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question. François Mercier, peut-être? Il y a eu visiblement des difficultés à la reprise à ce Oui, niveau-là. Moi, j'ai fait quelques journées en accompagnement avant la reprise, mais en fait, je pense que quand on n'est pas dedans, tant qu'on n'a pas signé, on n'est pas concerné de la même manière. Et je pense aussi que sur la partie cédant, tant qu'il n'a pas vendu, donc on est sur un espèce de faux rythme, quoi. Voilà. Et on est un petit peu entre deux chaises. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, François Laurent? J'ai juste rajouté qu'en fait, moi, j'étais pas très concerné non plus parce qu'il y avait un aspect de confidentialité par rapport à la cession. Donc, on ne pouvait pas non plus débarquer en disant tiens, la boîte est à vendre ou à racheter. Donc, je suis arrivé quand même une semaine avant la signature, mais sans vraiment annoncer qui j'étais. Donc, c'est plutôt des moments inconfortables parce qu'on ne peut pas vraiment s'afficher pour qui on est. Oui, et puis vous, Tiffany, vous étiez aussi dans l'entreprise. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, puis tant qu'on n'est vraiment pas au rênes, en fait, c'est vraiment inconfortable pour le coup. Tant que c'est vraiment pas notre nom et que la transition est faite, c'est respecter l'autre, mais s'impliquer aussi. Et puis essayer d'inciser déjà ses idées, mais c'est compliqué. Mais pour ma part, ça s'est plutôt bien passé parce qu'encore une fois, j'étais de la partie d'avant, donc les rouages, je les avais déjà. Qu'en pensez-vous, vous, Alain Tourgeman? Peut-être est-ce une bonne idée de faire ça quand cela est possible, bien sûr? Alors, moi, je pense que le sujet que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la signature détermine la posture qu'on a, et je pense que ça reste toujours vrai. Ensuite, il y a peut-être des domaines dans lesquels on peut apprendre avant et d'autres domaines dans lesquels ensuite on va vraiment intervenir après. Et peut-être que les registres ne sont pas les mêmes, et peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels on peut avant se mettre au courant et apprendre, et ensuite, dans cette logique du changement de registre, passer à un autre rôle sur le fait de co-travailler avec le cédant. Après, alors je ne suis pas du tout un praticien, je regarde les choses vraiment de l'extérieur, mais au bout de quelques tables rondes sur ces sujets-là, avoir beaucoup entendu des cédants et des repreneurs, on trouve des histoires qui vont dans tous les sens, aussi bien qui se passent extrêmement bien et parfois pendant des années.
J'ai vu ça, et parfois on sent bien qu'effectivement, le nouveau dirigeant, il a besoin à un moment de dire que oui, c'est moi qui ai les rênes, et qu'on a basculé. Peut-être que certains préféraient avant, mais maintenant c'est comme ça, et il faut accepter cette nouvelle situation. Donc la coexistence, elle aide parce qu'elle permet la transmission du capital immatériel de l'entreprise, la connaissance des clients, des fournisseurs, les références. Bon, mais à un moment, il faut aussi que le nouveau dirigeant s'approprie et suffisamment tôt définitivement l'entreprise, quoi. Très bien, écoutez, je vous remercie tous. Merci à Alain Turgeman qu'on peut encore applaudir pour cette belle conférence. Merci à nos 4 témoins et on souhaite longue vie à votre entreprise. Vous pouvez regagner vos places et on peut les applaudir encore une fois, bien sûr. Merci à tous. Je tiens à remercier également tous les professionnels qui ont animé les tables d'experts. Je les cite encore une fois, c'est important. La Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit Agricole Franche-Comté, le cabinet Mazars Bourgogne-Franche-Comté, le cabinet Global Corporate, la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, le cabinet BPS Avocats et Réseau Entreprendre, qu'on peut applaudir encore une fois. Ils le méritent. Merci d'avoir été présents. Remerciements également à nos partenaires, le Crédit Agricole de Franche-Comté et la Banque Populaire de Franche-Comté, qu'on peut applaudir très fort aussi. Pour conclure cette belle matinée, j'invite Monsieur Jean-Yves Cognard à me rejoindre sur scène, le directeur du marché des entreprises et directeur adjoint du développement de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, à prendre la parole. Bonjour. Voilà. Ça y est. Alors, cette semaine, je suis intervenu sur 2 dossiers de financement de reprise d'entreprise. Et ces 2 financements étaient très différents. Le premier, c'est un chef d'atelier dans un garage automobile qui décide de se lancer à son compte et qui décide de reprendre 2 centres techniques de contrôle auto. Et ce dossier, il a été présenté, on l'a suivi immédiatement, parce que dans sa construction, dans sa présentation, eh bien, on a retrouvé en fait tout ce que je viens d'entendre ici, c'est-à-dire une préparation, un accompagnement. Quelqu'un qui s'est dit je veux devenir chef d'entreprise, je vais me faire accompagner. On le voyait au travers du dossier. Il y avait un accompagnement, il y avait des personnes présentes et des compétences qui l'accompagnaient dans cette prise de fonction. Le deuxième dossier, c'est un salarié d'une entreprise de maçonnerie qui décide, parce que le dirigeant part à la retraite, de reprendre l'entreprise dans laquelle il travaille. On vient de voir un petit peu un exemple identique. Sauf que là, le salarié s'est dit, l'entreprise, je la connais, il est lui chef d'équipe, il est reconnu de tous ses professionnels, de tous les gens qui travaillent autour. Simplement, il a pensé que la reprise pouvait se faire assez rapidement. Et là, on est plutôt favorable pour l'accompagner, mais notre propos, en tant que banquier, c'est de dire aussi, faites-vous accompagner. Vous devez apprendre le métier de chef d'entreprise parce que vous connaissez déjà bien celui de maçon. Alors, ces 2 exemples, en fait, ils viennent en renfort de ceux que vous venez de vivre et qui sont finalement 2 illustrations de la présence de Banque Populaire ici. 2 illustrations pour 2 raisons d'être présent. La première raison, c'était redit, hein, M. Turgeman, vous l'avez suffisamment souligné, on est sur une notion d'intérêt général, la transmission d'entreprise. Et quand on est sur l'intérêt général, on doit se mobiliser. Et voilà pourquoi nous sommes mobilisés. La deuxième raison, c'est parce que quand on est bien accompagné, quand un repreneur est bien accompagné, eh bien, il trouve des financements plus facilement dans les banques. Hein. Je peux vous le dire, j'y suis, on le voit, on le fait. L'accompagnement, il est tout simplement déterminant et essentiel. Et voilà pourquoi Banque Populaire est partenaire depuis plus de 10 ans de Transfert Entreprise, et que je peux dire sans hésiter qu'on sera encore pendant au moins 10 ans, voire plus, qu'on va devenir partenaire de Visa en reprise également, parce que c'est important d'être à côté des personnes qui s'en occupent. Voilà pourquoi on a aussi un pôle transmission. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure de Mathieu qui a présenté notre métier. Voilà pourquoi aussi nous avons 185 agences sur tout le territoire, parce qu'on est convaincu et on n'en ferme aucune, et on en ouvre encore des agences, parce que la proximité, c'est tout simplement essentiel. On est sur un territoire, une commune, un canton, et on doit se connaître, on se rencontre. On a vu beaucoup le mot territoire ici,
Mais les territoires, c'est essentiel. Nos agences, ça permettent de faire cette proximité. Et donc, à tous les créateurs, repreneurs d'entreprises, c'est de dire, c'est ouvrir les portes de la banque, que ce soit la Banque Populaire, que ce soit le Crédit Agricole, pour parler des deux partenaires. Ouvrez la porte, poussez la porte, venez parler, on est prêt à écouter. Et surtout, n'ayez pas peur du banquier. Puis, si vous avez peur du banquier à la Banque Populaire, vous poussez notre porte. Allez-y, faites-le. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous écouter. Donc, voilà le propos. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et donc, comme vous êtes repreneur pour certains, repreneuse, eh bien, je vous dis à bientôt, tout simplement. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Et pour terminer, j'invite M. Philippe Gerder à nous rejoindre pour le mot de la fin, trésorier de la CCI Sondoux et élu référent Visa Reprise. Je ne vais pas vous embêter longtemps, donc je ne vais pas faire le protocole qu'on m'a écrit là. C'est-à-dire remercier nominativement chacune des personnes. Je vous remercie, tout le monde l'a déjà fait. Et sincèrement, je pense que c'est hyper important de constater que nous avons des partenaires. Nous avons signé, que ce soit avec Visa ou avec d'autres, des contrats d'association qui fonctionnent depuis des années et des années. La journée d'aujourd'hui en est un exemple. Vous venez d'assister aujourd'hui au premier événement organisé par CCI Sondoux. Premier. Comme vous le savez, les CCI du Doubs et de Haute-Saône viennent de fusionner, entre guillemets, pour donner naissance à cette nouvelle entité qui couvre les deux territoires, y compris donc pour le sujet dont on parle aujourd'hui. Le drapeau que nous avons, il couvre exactement les mêmes besoins, les mêmes envies que ce qu'on avait déjà. Et nous resterons toujours un acteur engagé, fortement impliqué dans tout le processus de la transmission et de la reprise d'entreprise. Ça fait partie de notre ADN. Par un maillage territorial renforcé, une réactivité et une proximité accrue, les deux dispositifs Transentreprise et Visa Reprise vont continuer. Ils sont complémentaires pour les cédants et les repreneurs, excusez-moi. Action de découverte, de détection, de labellisation, de formation et d'accompagnement, intégrant la recherche d'aide financière, bien entendu, on en a parlé aujourd'hui, mais aussi de diffusion, de promotion, en facilitant les mises en réseau et en relation. C'est ce qui est le plus important. Hein. On parle de partenariat, on parle d'aller rechercher et de constituer des équipes. En région, la meilleure manière de constituer des équipes, c'est d'utiliser le réseau. Et les CCI, c'est justement un réseau de chefs d'entreprise qui sont là pour vous aider à reprendre et qui sont là aussi pour vous aider à céder. Ces deux dispositifs qui sont menés en partenariat avec tous les professionnels dont on a parlé et les institutionnels qui ne sont pas forcément là aujourd'hui, demeureront une porte d'entrée pour favoriser la réflexion et structurer la démarche d'un porteur de projet en rappelant que céder ou reprendre, ça ne s'improvise pas. Vous pouvez nous faire confiance dans Visa Reprise, dont certains d'entre vous sont partenaires et acteurs, hein, Claude Pétremont, ou il y avait Benoît Beaune aussi qui était là. On n'est pas des, comme on dit, oui, hein. On est là pour faire en sorte de vous amener les meilleurs candidats possibles. Donc on a pleinement conscience, la CCI Sondoux, quelle que soit la taille des entreprises, la nature de l'activité, l'implantation géographique, la transmission reprise d'entreprise constitue un enjeu majeur pour nos territoires. Encore le mot territoire. Hein. Une transmission reprise d'une entreprise réussie, c'est le gage de sa pérennité. Et il importe pour notre économie locale de conserver localement nos centres de décision, les sièges sociaux, de maintenir la richesse de nos savoir-faire dans toute leur diversité et leur proximité, et puis également de préserver et développer l'emploi. Voilà, c'est notre mission. Je pense que c'est un peu la vôtre aussi. C'est la nôtre en commun. Et je pense que si on y va en meute, on y arrivera encore mieux. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci à tous de votre participation, de votre présence. Et je vais vous inviter à vous diriger vers le cocktail. Alors bien sûr, dans la mesure du possible, dans le respect des règles sanitaires et de garder vos masques au maximum. Et il y a également une salle qui est à votre disposition si vous voulez déjeuner tranquillement et profiter du cocktail. Voilà, il y a de la place. Et merci à tous et belle journée.